Bienvenue sur Les Achievers, le podcast qui vous ouvre les portes du business et de la vente. Et qui de mieux pour le faire que les personnes qui sont sur le terrain tous les jours pour vendre, les commerciaux. Évidemment, on ne vend pas de la même manière, en B2B ou en B2C, en fonction de la nature de son offre, de son secteur ou de la maturité de son entreprise. Alors chaque semaine, je vous propose une double immersion. Je reçois une personne qui nous expliquera son marché et sa réalité de la vente. Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour Amel, comment ça va ? Salut Audrey, ça va super. Je suis très contente de te voir aujourd'hui. Ouais, moi aussi je suis super contente. Ça fait des années et je suis super contente que tu aies accepté l'invitation. Juste pour les personnes qui nous écoutent et pour la petite info, nous on s'est rencontrés il y a plus d'une dizaine d'années. À l'époque, j'étais chez Valtech, donc aujourd'hui qui est une grosse agence digitale. Et toi, à l'époque, tu étais déjà chez Takima, mais ça portait un autre nom. Complètement. Ouais, c'était ça. E-business. Information, ouais. Et tu vois, je me rappelle qu'à l'époque, nous, on adorait bosser avec vous parce que je pense que on partageait le même ADN, à savoir l'expertise, une attention particulière apportée à la carrière des consultants. Et je pense qu'il y avait également un vrai fit humain. Et moi, aujourd'hui, je voulais t'inviter sur les Achievers. Et en fait, c'était une évidence parce qu'en fait, le monde des ESN, donc on va parler de ça aujourd'hui. Et pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, ESN, entreprise de services informatiques. Non, entreprise de services numériques, pardon. Anciennement SS2I, société de services informatiques. Et toi, tu y travailles depuis très, très, très longtemps dans ce secteur-là. Et je pense que tu l'as vu évoluer. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que je sais que tu as un vrai parti pris sur des sujets qui bouleversent un petit peu ce business-là. Dans tous les cas, dans cet épisode, moi, je te propose d'aborder dans un premier temps la raison d'être, le fonctionnement et les défis des ESN. Et dans un second temps, que tu puisses nous parler de la réalité de la vente dans ce secteur-là. Alors, bien évidemment, je sais que tu peux pas représenter, être le porte-parole de toutes les ESN et je pense qu'on en discutera. Il y a énormément de modèles, d'ADN, de philosophie dans ce type de boîte-là. Dans tous les cas, à l'issue de l'épisode, j'aimerais qu'on ait apporté des éléments de réponse à plusieurs questions. La première, provoque. À quoi les ESN servent-elles encore ? Ouais. Je pense que c'est un très bonne sujet sur le question. marché. La deuxième, comment se démarquer, exceller et s'épanouir en tant que commercial dans ce secteur-là ? Et en quoi, en fait, commencer sa carrière, s'y développer, ça peut faire des commerciaux, d'excellents commerciaux. Et j'aimerais aussi qu'on puisse aborder tous les sujets et toutes les critiques dont elles font l'objet. Donc voilà, je pense que si on arrive à caser ça en moins de 5 heures, on aura réussi dans la vie. Donc si le programme te va, moi je te laisse te présenter. Eh ben c'est super, c'est des questions complètement actuelles et hyper intéressantes et je suis très contente d'être là pour y répondre. Je sais qu'on a effectivement cet ADN commun et c'était une vraie rencontre il y a plus de 10 ans quand on s'est rencontrés à l'époque de Valtech. Alors, pour me présenter, je suis Amel Moschklit. Je suis directrice commerciale chez Takima. Depuis maintenant, je crois qu'au-delà de 15 ans, on compte plus les années, il me semble. Enfin, moi, je me l'interdis en tout cas. Mais je suis arrivée dans l'informatique un peu après l'explosion de la bulle Internet, 2003, 2004. C'était une période qui était pas si évidente dans le monde de l'informatique. Ok, vas-y, je te laisse peut-être nous raconter comment tu découvres Takima, comment tu décides, tu vois, si c'est une décision de rentrer dans ce monde-là qui venait de connaître, comme tu le disais, une explosion. Alors déjà, j'ai un parcours scolaire qui est pas standard, on va dire, par rapport aux ingénieurs d'affaires, aux sales, aux commerciaux. On les appelle un peu comme on veut, aux bizdev dans ce secteur. J'ai pas fait d'école de commerce. Je suis arrivée en fait dans ce secteur-là en alternance. Je faisais un BTS service. Et ce que je savais au plus profond de moi, c'est que je savais que je voulais être sales. Je voulais vendre. Pour quelle raison ? Alors, il y avait plusieurs points. Tu vois, moi, pour le coup, c'est un peu l'exemple de mes parents. Je viens d'une famille d'immigrés. Mon papa est menuisier, ma maman mère au foyer, voilà. Mais en fait, mon père, je l'ai toujours vu à l'extérieur, partout, communiquer avec les gens, avec une facilité incroyable, même s'il maîtrisait pas complètement la langue. Et puis, dans les valeurs
que ma mère a pu me transmettre, c'est vachement l'écoute, l'empathie, le fait d'être là, de prendre le temps, d'écouter les gens, de s'asseoir autour d'une table, etc. Et je pense qu'un des troisièmes points, c'était que moi, j'avais un défi très personnel, c'était de gagner de l'argent. Je cherchais, cette reconnaissance. J'avais absolument besoin de ce truc-là. J'avais l'impression que pour exister, il fallait que j'avais une envie de prouver que j'étais capable de gagner de l'argent, de m'en sortir, etc. Donc, je suis arrivée chez Takima à l'époque un peu par hasard. Je connaissais pas du tout le monde des ESN. On parlait d'architecture, on parlait de termes extrêmement barbares, d'SS2I, etc. Et en fait, je me suis dit, sacré challenge, parce que t'as toute la montée en compétences sur tous les termes techniques, mais ça m'a vraiment donné envie. J'ai fait des belles rencontres et j'ai mis du temps avant de me mettre, avant que ça fonctionne, etc. Parce qu'en 2003, c'était une période aussi très compliquée. Je me suis accrochée et je suis très heureuse de m'y être accrochée depuis ce moment-là. C'était pour moi une belle histoire d'amour, ma première rencontre de boîte et j'y ai toujours cru et j'y suis encore aujourd'hui. C'est assez drôle, je te rejoins beaucoup sur, je pense, le sujet de la reconnaissance, d'exister. Peut-être qu'avant de commencer dans l'épisode, vu qu'aujourd'hui on va parler du modèle des ESN, avant de nous présenter Takima et de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi les ESN existent et qu'est-ce qu'elles proposent? Ouais. Bien sûr. Alors, les ESN, c'est avant tout de la vente B2B. En réalité, les ESN, leur raison d'être, c'est d'accompagner des clients, donc dans le B2B, tout secteur confondu, à développer des applications, des services informatiques dont ils vont avoir besoin. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi ces boîtes-là font appel à des entreprises finalement de services? Il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est qu'un projet, ça a un temps défini, tu as une date de début et puis, a priori, une date de fin. Et donc, si tu dois constituer une équipe, recruter 20, 30 personnes, ça n'a pas de sens si tu sais que le projet a une date de fin. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que ces entreprises du service numérique, elles ont a priori une spécificité technique et que les clients, quand ils doivent démarrer un projet, quand ils ont un projet à entreprendre, c'est très difficile d'aller recruter les bonnes personnes, d'aller les trouver sur le marché, de réussir à maintenir leurs compétences, de les former, etc. Donc, elles font aussi appel à des entreprises dont c'est le métier de développer des applications et de les accompagner dans toute leur digitalisation, on va dire. Enfin, c'est un terme qu'on emploie maintenant vachement depuis 10 ans. Donc, voilà un peu la raison d'être, on va dire, des entreprises du service numérique. Il y en a des toutes petites, des spécialistes, des moyennes, des beaucoup plus grosses, des très connues. Il y a des gros cabinets de conseil. Elles ont chacune une spécificité. Elles interviennent parfois dans des métiers différents. Ça peut être l'e-commerce, l'énergie, la banque, les assurances, le secteur des voyages. Ça couvre. En fait, il faut juste imaginer que n'importe quel service aujourd'hui que tu utiliserais, les impôts, la banque, ton application, il y a bien une équipe derrière qui a développé cette application-là et donc souvent les grosses entreprises elles font appel à des ESN. Alors pour pousser un petit peu plus le petit cours sur les ESN, je pense que c'est vraiment important parce que je suis sûre que toi ça fait plus de 20 ans que tu bosses dans ce secteur-là, près de 20 ans, et moi j'y ai bossé quelques années aussi, donc je sais qu'on va utiliser des acronymes et que les gens après vont oublier. Donc ESN, SS2I, ça j'ai expliqué. On peut catégoriser les prestations des ESN en 3 parties, de l'assistance technique, du conseil et du projet. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'assistance technique pour commencer ? Oui, complètement. Alors, l'assistance technique, du coup, c'est quand on vient en renfort ponctuel ou non, quand on a un collaborateur, un consultant, un développeur qui intervient chez le client, dans les équipes du client directement. Donc, on appelle ça de l'assistance technique. Quand on parle de projet, bien souvent, on prend, quand on parle d'une ESN qui prend un projet, elle le prend dans son intégralité, donc de la conception jusqu'à la mise en production. Qu'est-ce que ça veut dire si on doit se raccrocher à des termes un peu plus... si je dois faire un parallèle, c'est un peu comme la construction d'une maison. T'as une équipe dédiée, t'as un architecte qui va faire les plantes, t'as des gens qui vont monter les murs, la charpente, etc. Jusqu'à la finalisation, à la remise des clés. C'est un peu pareil. Voilà, une ESN, quand elle prend des projets, elle les prend dans sa globalité. Elle te donne un produit finalement fini à la fin. Très clair. Et le conseil alors ? Le conseil, c'est un terme qui est très large parce qu'on peut avoir du conseil
technique, du conseil stratégique, du conseil opérationnel. Quand un client a besoin soit d'expertise très spécifique, soit fait appel à une ESN pour avoir du conseil un peu plus stratégique ou du conseil sur sa stratégie technique, voire sa stratégie métier. Voilà, donc là, on est sur des interventions qui sont souvent plus ponctuelles. C'est presque... Ça s'assimile presque à je vais pas dire à du coaching, mais voilà, c'est des interventions beaucoup plus ciblées. Donc ça, c'est pour les types de prestations que vont vendre les ESN. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un TJM ? Un TJM, donc c'est un taux journalier moyen. Nous, c'est la base, on va dire, et encore plus pour les sales de notre métier. Quand on parle de TJM, c'est le taux journalier auquel on va vendre la prestation au client. Et donc, même si on est sur des contrats de moyenne, par trimestre, parce qu'on parle souvent une prestation, c'est pas un jour, on parle de projets qui sont dans la durée, donc qui varient, mais c'est l'équivalent de plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais on parle d'un taux journalier moyen, c'est ce que l'ESN va facturer à son client par jour. Et tu sais, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait un truc qui était assez intéressant qu'on faisait, ou c'est un réflexe qu'on avait. Je sais pas si toi aujourd'hui c'est des choses également que tu regardes, j'imagine que oui. Mais quand tu rencontrais des ESN, tu leur demandais c'est quoi le TJM pour la boîte globalement. Et en fonction de s'il était très bas ou très haut, tu pouvais dire ah ok, ils ont potentiellement plus de juniors ou ils font entre guillemets plus de volume. Ah purée, ils ont un TJM de 1200, 1500 euros au jour, c'est que tu vois, on doit être sur de l'expertise, du conseil, etc. Exactement, complètement, c'est ça. C'est une donnée qui est intéressante parce que c'est finalement en fait un peu ton panier moyen. Voilà, quand tu parles de TJM, si tu dis qu'effectivement tu es à des TJM plutôt avoisinant les 400 euros par jour ou à des TJM avoisinant plutôt les 1500 euros par jour, on sait qu'on n'est pas sur les mêmes gammes de prix, pas sur les mêmes gammes d'expertise, de prestations qu'on peut vendre aux clients. Les ESN qui ont effectivement des TJM dans un scope un peu plus élevé, 6, 700, 800, 900 euros par jour. Effectivement, on sait qu'en face, c'est ce qui permet le TJM finalement. Enfin, ça couvre quoi ? Ça couvre aussi le salaire du collaborateur. Donc, c'est qu'en face, tu as un salaire pas élevé, mais qui correspond plutôt à une expertise assez haute. Et deux dernières définitions que j'aimerais qu'on voit. Vendre au forfait et vendre en régie. Oui. C'est quoi la différence ? Alors, c'est une très bonne question. On a pendant très très longtemps, alors il continue d'y avoir des forfaits, mais qu'est-ce que c'est un forfait ? Quand on dit qu'on vend au forfait, c'est qu'on explique au client que son projet, son besoin, de notre côté, on va le prendre et qu'on va le réaliser dans son intégralité. Et on a un engagement de résultat sur ce sur quoi on s'est mis d'accord dès le début. Sur ce qu'on appelle, nous, un cahier des charges. Et la régie, de manière standard, donc c'est l'assistance technique, on a une obligation finalement de moyens et pas de résultats. Maintenant, depuis les méthodes agiles qu'on voit partout, d'ailleurs pas que dans la tech, il y a de moins en moins d'entreprises qui font des forfaits, de moins en moins de clients qui demandent des forfaits ou bien des forfaits agiles. Oui. On demande parce qu'en fait, quand tu démarres un projet pour est-ce que tu attends ce qui va être livré un an après ? En fait, ton besoin, il évolue. Aujourd'hui, les besoins des clients évoluent très, très rapidement. Et donc, il faut pouvoir s'adapter. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, alors franchement, c'est un petit peu rouillé dans ma tête, mais qu'il y avait du coup dans un projet 3 paramètres, le temps, le prix et le livrable en lui-même, les fonctionnalités qui étaient développées. Et nous, on expliquait que dans un contrat rigide et classique, en gros, on s'engageait sur les 3. Et que dans le cadre d'un forfait agile, en fait, on faisait bouger forcément un des 3 paramètres. Et souvent, c'était sur la partie feature. Donc, on réalisait une liste de fonctionnalités dans un backlog et on le faisait bouger en fonction du budget qui avait été accordé. C'est intéressant, c'est aussi pour dire que le monde évolue tellement vite qu'aujourd'hui, tous ces acteurs qui font appel à des ESN pour réaliser leurs projets, elles ont besoin, l'effet tunnel. Quand tu rentres dans un tunnel et que tu sais pas quand est-ce que tu vas ressortir, c'est absolument terrible pour les entreprises. Donc, l'idée, c'est de se dire, comment on fait pour s'adapter au même titre que pour une maison. T'as le client qui vient et qui régulièrement dit, tiens, mon luminaire, je le placerai plutôt là, plutôt que là au centre, etc. En fait, c'est faire preuve d'adaptabilité. Et en fait, ce qu'on fait dans les projets qu'on appelle agile, c'est que en fait on a des sprints qui durent 2-3 semaines et on s'engage sur un sprint défini avec un nombre de fonctionnalités définies qu'on est censé sortir et en réalité on réadapte aux besoins du client sans cesse.
Bon, alors normalement, pour les personnes qui nous écoutent, vous êtes parés pour comprendre le reste de la discussion. Donc, on t'a laissé à ta présentation, Amel. Donc, tu commences commerciale chez Takima. Aujourd'hui, tu es directrice commerciale. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la jeunesse de l'entreprise ? Alors, c'est ce que je disais, je suis arrivée dans les années, peu après les années 2000. Ça a été une période, on va dire, assez compliqué. Et nous, notamment, notre secteur d'activité, on est une entreprise spécialisée, donc on est une entreprise très tech dans l'écosystème Java. Voilà, c'est un terme un peu barbare, mais pour ceux qui connaissent. Moi, je me suis retrouvée baignée dans une équipe avec d'autres sales très juniors. La montée en compétences, le ticket d'entrée, il est quand même important dans ce monde-là parce que t'as plein de termes techniques, parce que tu as en face des interlocuteurs qui ont quand même une sacrée expérience. Que toi, dans complètement. Ton cas. Ils sont forcément, t'as des directeurs informatiques, des directeurs of engineering, des managers, des chefs de projet, des lead tech, et donc tous tes interlocuteurs sont techniques. Donc, en tant que sales, tu peux pas juste arriver et te dire, je vais me mettre à vendre X ou Y sans comprendre ton marché, sans comprendre ce que tu vends. J'ai commencé par faire mes armes, un peu comme ça, vraiment sur le terrain, pour le coup. On n'avait pas réellement d'accompagnement, d'onboarding à l'époque. Ça a bien changé depuis, mais en tout cas, ça s'est fait vraiment comme ça, d'apprendre vraiment sur le tard, à passer... comme beaucoup de sales qui commencent à avoir une certaine expérience, beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de claques, et en fait progressivement, à un moment, tu vois que ça marche. Tu commences à signer ton premier deal, ton deuxième deal, et tu dis mais en fait c'est possible. Mais ça met vraiment, tu mets du temps avant d'en arriver là. Les cycles de vente sont relativement longs dans ce métier-là. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est moins. C'est des relations que tu travailles pendant plusieurs mois avant de commencer à réussir à travailler avec un client. Tu as parlé de montant en compétences, d'un ticket d'entrée qui était assez élevé, de première claque. Tu as des anecdotes, tu vois, par rapport à ça? Moi, je sais que j'ai dû faire des erreurs sur des langages informatiques, des frameworks, parce que tu débarques, tu t'y connais pas, en fait. Complètement. Moi, quand je voyais le terme architecture tout au début, tu vois, je faisais le parallèle avec le monde, voilà. Tu te dis, mais où est-ce que j'ai atterri, quoi? Et pourtant, l'envie... Après, c'est aussi ça, je pense, la force pour moi, d'un bon commercial. C'est, je veux dire, on n'est pas censé tout savoir, mais tout le monde au global, hein. Le plus important, c'est de se dire, OK, mais là, j'ai pas compris, je me le note. Évidemment, face au client, je vais pas montrer que je comprends pas, etc. Donc moi, j'avais tendance à noter sur mes petits calepins à côté les mots que je comprenais pas, et puis j'allais recreuser derrière, j'allais redemander des explications et tout ça. Donc c'est vraiment l'envie, mais voilà, faut avoir envie d'apprendre, alors je vais pas dire particulièrement qu'il faut aimer la tech, mais il faut quand même avoir des atomes crochus avec le monde de la tech. Ouais, je pense qu'il faut pas être déconnecté, parce que moi je sais que ce qui me faisait kiffer à l'époque, c'est de me dire je participe au développement de telle application grand public, tu vois, pour telle grosse boîte, et c'est ce qui fait qu'aussi tu comprends que tu piges un petit peu en clientèle, et c'est au final ce que te demande ton client, c'est de comprendre les enjeux, en fait, de savoir comment développer, en fait. Complètement. Et puis t'arrives, en fait, la magie un peu de ce secteur-là, c'est que t'arrives face à des clients au fur et à mesure des rendez-vous, tu découvres toujours une nouvelle manière de faire, un nouveau métier, des nouveaux interlocuteurs, des enjeux qui sont différents. Et c'est extrêmement excitant, quoi, tu vois, d'arriver et de se dire, OK, mais comment fonctionne cette entreprise? Quels sont ses enjeux? Où est-ce que je vais pouvoir les aider? C'est extrêmement riche et valorisant. Et tu t'ennuies jamais parce que tu bosses autant dans l'énergie comme le lendemain, tu peux aller... bosser dans le monde, dans l'e-commerce, dans la grande distrib, c'est autant de richesse, en fait, tous ces contextes différents. Et toutes ces entreprises, a priori, en tout cas pour beaucoup, ont besoin de prestations, ont besoin de renforcer leurs équipes tech. Alors justement, pour en revenir à Takima, donc aujourd'hui vous êtes des experts du monde Java, vous êtes combien? Vous vendez quel type de prestations? Vous êtes chez quel type de clients? Alors, on est 180 aujourd'hui. Ah ouais. Voilà, Vous avez bien gros. Ouais, la boîte. Et d'ailleurs, juste en aparté, ils ont des locaux de malades. Ouais, c'est vrai il fait un peu frais là, mais on s'est baladé sur le rooftop avec vue sur la Tour Eiffel.
Mais j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Peut-être on a pris ces locaux-là parce qu'on parle beaucoup de bien-être au travail, etc. Enfin, si on a le temps. Donc voilà, on est 180. Nous, on est vraiment des spécialistes et des experts dans notre domaine. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le monde Java, JS, DevOps, Agile. La verticale énergie, nous, c'est une verticale qui nous plaît bien parce que il y a beaucoup d'enjeux et notamment actuellement tout ce qui est lié autour de l'énergie. On bosse dans l'e-commerce. Enfin, on a 45 clients aujourd'hui. Donc c'est un vrai choix. Le fait d'avoir autant de clients, c'est autant de contextes différents, autant de propositions de valeur aussi pour nos consultants et pour nos collaborateurs. Et c'est aussi le fait de se dire, on n'a pas un secteur de prédilection. Ce qui nous importe vraiment, c'est d'aller trouver les projets qui vont être suffisamment challengeants pour nos collaborateurs et collaboratrices. C'est une des composantes les plus importantes, en tout cas chez Takima et dans le métier du sales chez Takima, c'est de se dire, on s'arrêtera jamais d'aller chercher de nouveaux clients, mais parce que chercher des clients avec des enjeux forts en termes de tech, etc. On sait que les missions en face, c'est ce qui va permettre de faire en sorte que nos collaborateurs, ils partent avec le smile en allant bosser le matin. Ouais, et puis en plus, vu que vous vendez de l'expertise, si t'es pas sur les nouvelles missions et les nouveaux enjeux, en fait, tu perds de l'expertise, ou en tout cas, t'es pas au niveau. Et c'est aussi une grosse arme de rétention, j'imagine, pour les consultants, de se dire que nous, on bosse avec des clients qui sont sur les sujets actuels. Complètement. Pour parler un peu de la typologie, on va dire, de profils et de collaborateurs, collaboratrices, on est sur des métiers tech. Faut savoir que dans la tech, il y a une tension énorme sur ces métiers-là, c'est-à-dire que tous les développeurs, les architectes, les leads, ils sont sursollicités. Ils reçoivent énormément d'offres d'emploi. Les entreprises elles recrutent de partout, malgré la crise, les difficultés, on va dire, actuelles du marché, du monde globalement. Et donc, la proposition de valeur de Takima, c'est de se dire, au contraire, on reste sur ces segments-là qui est très tech. Tous les gens qui rejoignent Takima, ils décident de le faire parce qu'ils se disent, je vais avoir une carrière qui va être très tech. Je vais être formé, je vais être accompagné, je vais être écouté. On va faire attention, on va prendre en considération mes attentes. Mon parcours, on parle plus trop de carrière en plus maintenant, avec toutes ces générations-là, mais la génération Z là qui arrive, mon chemin professionnel, et c'est un des enjeux majeurs pour les ESN, c'est de réussir à se dire, en fait, il faut réussir à garder ses collaborateurs le plus longtemps possible et de pouvoir les projeter le plus longtemps possible. Et la concurrence est extrêmement féroce. Alors, aujourd'hui, vous avez quel taux de turnover ? Alors, pour le coup, chez Takima, il est faible, mais parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait des locaux, mais c'est pas que les locaux, c'est une composante. Enfin, pour nous, Takima, c'est vraiment c'est une boîte d'humains. En fait, quand tu parles de SN, pour ceux qui sont pas forcément dans ce secteur-là, on vend des prestations. Donc en fait, on parle que d'humains. On n'est pas sur un produit qu'on va tenter d'aller vendre, c'est toujours le même, etc. Donc, l'objectif même d'une SN, c'est de réussir à projeter les gens le plus longtemps possible dans l'entreprise, à leur donner des perspectives, des parcours de carrière, à pouvoir les accompagner, autant pour un jeune que pour quelqu'un de plus expérimenté. Moi, je suis hyper fière. Tu vois, j'ai des exemples des gens avec lesquels je travaille depuis 10, 12, 15 ans. Je les ai vus arriver dans l'entreprise. Ils étaient jeunes développeurs, tout jeunes sortis d'école. Et aujourd'hui, je les vois. On travaille encore ensemble dans notre quotidien. Ils arrivent à un sacré niveau d'expertise. Les gars, c'est des pointures dans leur domaine. Et t'es hyper fier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les missions que le sales va aller chercher, c'est ce qui va définir finalement la carrière. Et c'est pour ça qu'on a un rôle aussi central dans l'entreprise et aussi important. Alors là, tu touches du doigt, je pense, la première critique dont font l'objet les ESN. On le sait, c'est un marché qui est très morcelé et qui a des ADN complètement différents et que certaines ESN et certains commerciaux sont targués d'être des viandards, entre guillemets, de placer des consultants n'importe où juste pour faire du chiffre. Vous, chez Takima, qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire en sorte que ça n'arrive pas? C'est un métier sales dans les ESN qui est extrêmement mal perçu et mal vu. Par les consultants et les clients. Et les clients, en tout cas ce qu'on peut entendre, c'est vendeurs de viande, ce genre de choses. Je comprends en fait cette perception-là en un sens parce que, en fait, je pense que ce qui définit une ESN, c'est qu'est-ce que la direction va insuffler et va avoir envie de donner comme ADN en fait à
à cette entreprise. Tu prends l'exemple de Takima. Pour le coup, ce qui nous anime et moi, ce qui fait que j'en suis encore là aujourd'hui et que je veux dire, je me lève tous les matins en ayant une énergie de malade et que j'ai envie de continuer, j'ai envie d'aller encore plus loin, c'est de me dire que je bosse dans une boîte où on est profondément aligné sur les valeurs. Mon job, le job de mon équipe et notre job à tous les niveaux de l'entreprise, c'est quand on recrute des gens de réussir à les amener, à faire en sorte de les accompagner dans leur parcours tech. Ça passe par quoi ? Ça passe par le premier point, c'est, tu vois, on n'en parle pas suffisamment, je pense, mais la formation. Quand tu vas recruter des développeurs ou des techs et que tu vas les placer chez le client, qu'est-ce qu'elle fait en réalité ? Elle facture, elle les voit voilà. pas, certaines. C'est ça, exactement. Donc, je pense que l'objectif même, l'essence même d'une ESN, en fait, la formation, ça devrait vraiment être central au cœur de toutes les ESN. L'accompagnement, on est dans des métiers où tout bouge très très vite, et donc les techs ont besoin d'être formés constamment, ont besoin d'être accompagnés, ont besoin qu'on leur dise attention, tu vas pas là, va plutôt là, parce que là, en termes de carrière, ça c'est une voie de garage. On va plutôt t'accompagner vers ça. Et donc, c'est tout cet accompagnement-là humain, c'est le fait de se dire, je connais bien mes collaborateurs. On a plein comme ça de moments où on se retrouve tout au long de l'année, on fait ce qu'on appelle des taki-bars. Tout est taki, hein. Taki-bar, taki-soirée, taki-séminaire. On se retrouve très souvent, il y a plein de moments où on a l'occasion de tous échanger. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est hyper important que les gens se connaissent. C'est hyper important que les sales connaissent bien leurs collaborateurs. Parce que demain, quand ils vont être face à un client ou qu'on va devoir leur proposer des missions, le fait de savoir que un tel est plutôt réservé, donc il faut peut-être le mettre dans une équipe full Takima où il va se sentir à l'aise. Un tel va exceller là-dedans, il va avoir besoin de challenge et au contraire, c'est quelqu'un qui a besoin d'un champ très large. C'est hyper important de bien connaître ses collaborateurs pour aller chercher et viser pour eux le meilleur. Parce qu'en fait, c'est un cercle vertueux. Si ton collaborateur part bosser avec le smile le matin et se dit putain mais je suis bien là où je suis, j'ai une entreprise qui se préoccupe de ma carrière, de ce que je fais, du fait que je me sente bien, il y a des moments qui vont être plus difficiles mais je vais être accompagnée. Et puis quand t'as les clients en face qui te disent, qui ont le sourire aussi jusqu'aux oreilles, qui te disent mais en fait vous êtes bon dans ce que vous faites, vous êtes très bon et on veut continuer de bosser avec vous et on veut aller encore plus loin. Et là, t'as l'impression d'être complètement aligné et d'être vraiment droit dans tes bottes et d'avoir presque accompli. Tu sais, c'est presque l'alchimie. C'est que j'ai vraiment une chance exceptionnelle d'être là aujourd'hui. C'est une vraie vocation. Et je pense que les sales dans les ESN, faut aimer l'humain, en fait. Il faut aimer l'humain. Ce qu'on vend, notre produit, c'est de l'humain. Il faut se soucier, il faut avoir envie du meilleur pour nos gars, quoi. Tu vois, il faut avoir envie de les accompagner, il faut voir très loin pour eux, il faut y croire là où même eux parfois sont pas capables de croire qu'ils seront capables d'y arriver. Tu vois, c'est ce côté-là où effectivement, malheureusement, sur le marché, t'as beaucoup d'entreprises. Je veux pas mettre tout le monde effectivement dans le même sac. Je veux dire, il faut tout pour faire un monde. Et à tous les niveaux, tu as des managers qui tentent de leur côté aussi d'avoir de faire bouger les choses. Mais c'est vrai que si la seule donnée, c'est le pognon, c'est la rentabilité, c'est le business, ça peut pas fonctionner dans une ESN. En tout cas, c'est un mauvais calcul parce que le commercial qui va mettre un consultant sur une mission, le consultant, s'il se plaît pas, il va finir par démissionner, il partira, et le client sera pas content. Donc, on aura tout perdu. Ouais, d'autant plus que le consultant est souvent assez proche également du client, donc potentiellement, il peut parler en mal ou en bien en fait de ta boîte et te griller ou pas en fait auprès du client. Complètement. C'est pour ça qu'il faut être vraiment aligné et cette dynamique-là, elle est vraiment insufflée par la direction. Nous, tu vois, aujourd'hui, on est sur fonds propres, donc en fait, on investit là où on a envie. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des locaux. Pour nous, c'est un axe hyper important de se dire il faut que les gens se sentent bien là où ils sont et se projettent dans la boîte, qu'on leur apporte des perspectives. La croissance qu'on peut avoir, c'est pas la croissance pour la croissance, c'est en fait quand tu es en croissance, ça offre aussi d'autres possibilités aux collaborateurs. Veut dire plus la boîte grandit, plus tu as des enjeux, plus tu as des possibilités aussi de faire évoluer tes collaborateurs, de les amener à des postes soit à manager, soit à des postes d'expertise. T'as un champ des possibles qui est beaucoup plus large. On parle des locaux. Depuis la pandémie, c'est très compliqué pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'entreprises. Le fait d'être confiné,
Je pense que ça a amené beaucoup à se dire mais quelle est la manière dont j'ai envie de vivre ma carrière pro, dont j'ai envie quand je me lève le matin, et c'est de se dire je suis dans une boîte où je suis alignée avec les valeurs. Mais d'ailleurs, ça m'a surprise quand je suis arrivée de voir qu'il y avait autant de monde, tu vois, dans les locaux. Et d'ailleurs, je te l'ai dit, je pense que dans beaucoup de SN, en fait, les commerciaux arrivent et voient autant de consultants dans les locaux, ils pètent un câble. En fait, tu m'as expliqué, je te laisse. Non, complètement. Alors là, on a, effectivement, sur le plateau, il y a peut-être une cinquantaine de consultants. Et en fait, depuis la pandémie, on a autant de modes de télétravail que de clients. Il y a les clients demandent est-ce que les collaborateurs, les consultants interviennent 1, 2, 3 jours par semaine sur site, voire en full remote. Et on s'est rendu compte que pour beaucoup de collaborateurs, ça leur manquait. Ils n'avaient pas nécessairement envie de travailler de chez eux. Et puis ils avaient envie aussi de partager avec leurs pairs. Et donc, on a décidé de déménager pour offrir un cadre de travail où les gens vont pouvoir travailler de plusieurs façons différentes et permettre aux consultants en fait de revenir chez Takima. Donc nous on dit qu'on a inventé ou qu'on a mis en place ce télétravail depuis le siège. Et donc ce qui fait que dans une ESN souvent t'as très peu de tech, ou si t'as des techs qui sont là, c'est qu'ils sont censés être en intercontrat, donc en intermission. Nous, c'est pas le cas. Tous les gens que tu as pu voir, ils sont tous en mission pour des clients. Par contre, pour eux, de venir se retrouver, de pouvoir échanger, de pouvoir partager des choses, de boire un coup, c'est aussi ça la richesse d'une ESN. Donc nous, on est très contents d'avoir autant de monde, autant de partage, et c'est le fondement même pour le coup de Takima. En résumé, vous, c'est garantir en fait un accompagnement, ou en tout cas une ESN de qualité à tout consultant qui vous rejoindrait. C'est de la formation, c'est des moments ensemble, c'est du bien-être à travers un endroit où on peut se retrouver et avoir un peu cet esprit d'équipe, cette cohésion. Est-ce qu'il y a d'autres choses Ouais, et c'est vraiment se préoccuper de l'évolution du chemin des uns et des autres. Et c'est de réussir à anticiper un maximum les steps que les consultants vont devoir franchir. Dans le monde de la tech, tu peux vraiment avoir envie, soit de devenir expert dans un domaine, soit tu peux à un moment avoir envie aussi de potentiellement de manager, d'avoir si je prends notre exemple, notre système de management, c'est des techs plus expérimentés qui accompagnent des plus jeunes, et en fait du coup ils sont dans quelques ESN ou dans beaucoup, je ne saurais pas dire la proportion, le manager ça va être le sales, ça va être les RH. Nous c'est pas le cas. Là le management il se fait par la tech, parce qu'on a tech en face. Donc mais c'est drôle, je me rappelle aussi, on partageait le même ADN, et nous en fait, c'est vrai que dans beaucoup de SN en fait, en effet, le sales et le manager, ce qui amène toujours au conflit d'intérêts entre carrière et développement du chiffre d'affaires, et en général, c'est le consultant qui en pâtit. Mais du coup, ça m'amène à une autre question. Est-ce que vous, en tant que commerciaux, vous êtes impliqués dans le process de recrutement, ou pas du tout? C'est fait par une équipe RH? Alors, c'est même pas fait par une équipe RH, c'est fait par les techs. Je vais quasiment dire exclusivement. Ouais, c'est surprenant. Ils prospectent? Tu veux dire d'aller toute la partie recrutement? Ouais, alors, vraiment aller prospecter, alors passer les entretiens, j'imagine qu'ils sont impliqués dans les entretiens, mais... Alors, toute la partie, effectivement, entretien, c'est principalement eux. Moi, j'aime bien aller aussi rencontrer les candidats, on va dire, pendant les entretiens, parce que ça apporte aussi, parce que je trouve que c'est des moments qui sont très riches. Mais on n'a pas un mode... En fait, on n'a pas de service recrutement à part entière qui va tenter d'aller... recruter. En fait, notre mode de recrutement se fait beaucoup par d'autres canaux, par du partage d'informations, des gens qui vont en fait assez naturellement finalement postuler chez Takima, beaucoup par recommandation. On donne aussi beaucoup de conférences. Donc dans ce cadre-là, de manière super organique en fait. Exactement. Et puis on recrute aussi beaucoup de jeunes. Donc en école, on donne des cours, on donne des conférences, et ça nous permet d'aller recruter les pépites. Et par contre, en face, aller recruter les pépites, c'est un peu comme une équipe de foot. Tu peux avoir la meilleure équipe de foot, s'ils sont pas formés. Tu peux avoir le plus talentueux footballeur du monde, s'il a pas été entraîné. Le jour du match, ça met pas le penalty. Mais d'ailleurs, si je me rappelle bien, et je sais pas si c'est un modèle que vous avez maintenu, vous travailliez beaucoup avec les écoles, avec des personnes donc qui étaient assez jeunes, vous recrutiez des personnes assez jeunes et vous leur fournissiez des logements, ou il n'y avait pas quelque chose de cet ordre-là? Complètement. Comme on recrute partout en France, on se met à la place d'un jeune étudiant qui habite à Lyon, par exemple. Venir à Paris, c'est un coût très important.
Donc en fait, on a des appartements en colocation dans lesquels en fait les collaborateurs sont logés pendant leur stage et après. Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'échanges d'humains, d'identité, de ce qu'on met. C'est un des éléments, je veux pas dire fort, mais en tout cas, quand ils arrivent à Paris et qu'ils arrivent en stage chez Takima, ils se retrouvent tout de suite avec leurs pairs, avec des gens qui sont aussi en stage, avec des gens qui sont en apprentissage. Et donc, on se retrouve comme ça avec des promos tous les ans. Et t'as des noyaux et t'as des liens qui se soudent, qui sont extrêmement forts. Parce que quand tu vis en colocation, tu partages les mêmes choses, tu parles tech, Ah oui, non, mais c'est extrêmement puissant. Ouais, tu développes une sorte de fraternité, sororité au sein même de Takima. Mais alors, tu vois, on parlait d'ADN des dirigeants. J'ai rencontré Olivier, j'ai croisé Olivier tout à l'heure. À la base, leur profil, c'était quoi? Parce que je pense qu'aussi, en fonction de si les dirigeants étaient des techs ou pas, en fait, j'ai l'impression que ça dicte beaucoup aussi, tu vois, l'ADN qui va être insufflé et l'importance qui va être donnée, en fait, au bien-être des consultants. Complètement. T'as parfaitement raison. T'as rencontré Olivier qui vient du monde de la tech. Et c'est vrai que quand tu te retrouves, je pense, en tant que tech, t'as envie de construire l'entreprise dans laquelle, je pense qu'ils auraient, aimé bosser. Qu'en fait, ils ont effectivement construit l'entreprise dans laquelle ils se voyaient en tant que jeunes consultants. Et les valeurs qu'on a, et ça, c'est vrai que c'est un point hyper important. C'est des valeurs tech. Tu vois, l'envie de bien faire les choses. Moi, le fait de bosser dans un secteur comme ça, tech, t'es vraiment aligné parce que tu vises le haut niveau, la haute compétence tech, tu vises cet accompagnement et ça peut en tout cas beaucoup être insufflé effectivement par les fondateurs qui sont des techs, eux à la base. Ouais, je pense que ça joue beaucoup. Hein. Ça joue beaucoup. Mais une personne qui s'en fout de la tech, mais qui se dit je peux faire un carton et je peux faire un gros CA en montant une ESN, c'est le Far West, je pense. Complètement. Mais, tu peux décider en tant que sales de te dire ok, je vais monter mon entreprise, je vais faire du business, je vais prendre des freelances et puis je vais aller les positionner chez le client, mais quelle est la valeur ajoutée? Ça reste que du placement. Ce qui est intéressant, c'est de voir toute la construction, de voir l'accompagnement long terme avec les clients et de voir les réussites. Tu vois, il y a des entreprises qu'on a accompagnées, c'était des startups. Aujourd'hui, ce sont des licornes. T'es hyper fier parce que tu t'es dit, à notre échelle, on a contribué un petit peu à ça. Et Dieu sait que la tech, c'est central dans ce type d'entreprise. Et au même titre pour les collaborateurs, de les voir aussi évoluer. Quand tu vois que ça fait 10 ans et que face à toi, t'as des pointures du domaine, t'es hyper fier. Vraiment. Alors, c'est drôle, t'as lâché un mot, freelance. Ouais. Alors ça, c'est le deuxième sujet qui hante les ESN. Tu sais, je pense que il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé, on en parlait déjà. Les gens disaient « Non, mais les ESN, ça a pu exister, tout le monde va se mettre en freelance. » Bon, aujourd'hui, a priori, elles sont toujours debout. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce qu'aujourd'hui, j'entends de plus en plus et surtout des profils tech, parce qu'en effet, comme tu le disais, le marché est en tension, tout le monde leur court après, ils peuvent facturer très cher. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu le vois de ta fenêtre? Ouais, alors, les freelances, pour moi, il y a un peu, finalement, deux catégories. Enfin, si je peux me permettre, je veux même pas catégoriser en réalité, mais les deux grandes lignes que j'ai pu voir, c'est le freelance qui décide de se lancer en tant que freelance au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, parce qu'il se dit j'ai développé une expertise, je continue de faire de la veille technologique, donc je continue de progresser, de regarder un peu, de suivre le marché, de me former, etc. Et qui se lance en tant que freelance parce qu'il se dit mais moi ce que je veux c'est pouvoir être indépendant. Je pense pouvoir apporter de la valeur aux clients parce que je continue de me former, je continue d'évoluer. Je peux facturer relativement cher. Bon, pour moi, t'as ces freelances-là et t'as les freelances qui se lancent en tant que freelance quand la seule composante, c'est l'argent, c'est le pognon. C'est très facile, en fait, pour un tech de se dire, mais aujourd'hui, je suis facturé 600 € par jour par mon ESN. Et de se dire mais attends mais moi demain là si je me facture directement si je me facture directement à un client il y a 600 € par jour qui vont entrer dans ma poche, tu vois, on fait souvent beaucoup de raccourcis de ce type. Donc l'envers de la médaille de ce truc là, c'est que si le seul facteur c'est l'argent, pour moi à moyen terme ça ne fonctionne pas, parce que les travers de ça, c'est de te dire j'accepte n'importe quelle mission même si elle correspond pas forcément à mon évolution, à ce que j'ai envie de faire, mais je l'accepte parce qu'elle est bien payée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand t'es freelance, pour le coup, j'en sais quelque chose parce que j'ai mon mari aussi, donc c'est des sujets dont on débat, tu vois, souvent à la maison. Quand t'es freelance, t'es seul.
t'as personne, a priori, personne qui viendra te dire attention là, telle techno, elle est un peu à l'abandon. Tu devrais plutôt faire attention à ça ou plutôt t'orienter vers ça. Là, ce que t'es en train de faire, c'est pas bon. À part a priori ton client, mais si ton client il est pas satisfait, il met fin à ta mission. Il y a des freelances avec lesquels je travaille et que j'apprécie énormément et qui font un super job et qui gardent vraiment en tête. Pourquoi ils le font, cette indépendance, le fait de proposer de la tech, le fait d'avoir peut-être plusieurs missions en parallèle et d'autres envies. Souvent, c'est même une transition, le freelance, pour avoir envie peut-être de lancer quelque chose derrière ou de construire une entreprise. J'ai rencontré plein de personnes passionnantes et j'ai rencontré des consultants qui s'étaient lancés beaucoup plus jeunes en se disant mais juste l'argent. Et en fait souvent ils se retrouvent. Soit t'as déjà aussi un bon réseau parce qu'il faut être capable d'aller trouver la bonne mission, d'aller se vendre, etc. Donc en fait elles reviennent souvent, ces freelances-là reviennent à des travers où elles vont passer par deux ESN. Oui, c'est vrai. Et si les ESN, si elles les considèrent et qu'elles vont vraiment chercher la bonne mission, c'est super. Et si jamais c'est pas le cas, ils se retrouvent sur des missions facturées finalement pas tant que ça. Et puis sur des missions qui leur correspondent pas, quoi. Ça c'est vrai, on n'en parle pas. Hein. Je me mets freelance, mais c'est pas moi qui fais la prospection. J'essaie de me maquer avec une ESN pour que les commerciaux m'amènent des missions. Donc là, on a balayé là les 2-3 sujets qui secouent un peu l'écosystème, des questions qui se posent dans l'écosystème des ESN. J'aimerais bien aborder avec toi les gros défis dans le contexte actuel. Moi, je m'étais noté recrutement et rétention de talents et le sujet de l'indépendance. Peut-être commencer par la partie de l'indépendance parce que vous, Takima, depuis le début, en fait, vous êtes qui vous êtes. Vous n'avez jamais été racheté. On a vu beaucoup de belles ESN spécialisées se faire racheter. Comment vous vous positionnez par rapport à ça et c'est quoi votre volonté ? Ouais, c'est une très bonne question. Effectivement, là, depuis 5-10 ans même, voire plus, en fait, en réalité, depuis toujours, des entreprises qui sont spécialisées tech, souvent, elles peuvent être convoitées par des beaucoup plus grosses qui se disent tiens, il nous manque une corde à notre arc et il faudrait qu'on s'équipe d'une boîte qui sait réaliser les projets, tu vois, qui sait faire, ou une boîte très tech. Et donc on a vu je sais pas si je dois dire malheureusement, parce que quand on a ce qu'on pourrait appeler concurrent, je mets vraiment des guillemets à concurrent, parce qu'aujourd'hui, en fait, si tu prends la place parisienne ou même les ESN spécialisées en France, finalement, des boîtes de notre taille, spécialisées, par exemple en Java, avec plus de 150 consultants, il y en a pas tant que ça. Soit c'est des plus grosses boîtes qui se sont diversifiées et qui proposent plusieurs offres, soit elles se sont fait effectivement, pour beaucoup, racheter. Pour plusieurs raisons. Alors après, je veux pas non plus prendre la parole, tu vois, le coup à leur place ou quoi que ce soit, mais ça rejoint aussi le problème de rétention et de recrutement. C'est qu'à un moment, je pense que tu peux aussi atteindre un plafond. C'est de réussir à les recruter, les bons techs, de continuer de les accompagner et de réussir à les garder et à construire finalement cette entreprise-là le plus longtemps possible, à projeter des choses, à continuer de se diversifier, d'être dans le marché et tout ça. C'est pas nécessairement simple. Donc, on a vu des acteurs comme ça se faire acheter par des gros cabinets, plusieurs dizaines de millions d'euros. Parfois, c'est public, parfois, ça ne l'est pas. Donc, on sait pas toujours. Moi, je trouve ça dommage parce que du coup, en fait, nous, on perd finalement des concurrents ou des partenaires. Mais je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir de pouvoir se croiser, que les clients aussi aient la possibilité d'être challengés, exactement. Parce que je pense que c'est en étant challengé, en fait, en ayant un marché qui est challengé, c'est ce qui permet aussi de tirer les ESN vers le haut et de leur donner envie d'aller plus loin et de se dire, mais en fait, les clients, moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est il faut que le client soit exigeant pour qu'en face, le ESN soit aussi capable de proposer des prestations qui vont être toujours au-dessus, tu vois. Si le client est pas exigeant, en fait, t'as plein de SN qui vont se contenter de se dire, nous, en fait, on remplit des chèques clients, ou en tout cas, on vend de la prestation assez classique, et finalement, après, il faut tout pour faire un monde, hein. C'est pas le point. On n'a pas besoin d'experts tout le temps partout. Mais ouais, effectivement, il y a ce point-là. Alors, nous, on est indépendants, on est basé sur des fonds propres, donc nous on a l'ambition de continuer de développer notre boîte, de continuer de la faire grandir, te dire aujourd'hui jusqu'où on ira. En fait, tant que Takima continuera de vivre, je veux dire, on a ce challenge-là, on a surtout le plaisir de bosser ensemble. Tu vois,
C'est moi quand on me demande mais quelles sont tes perspectives, mais je veux dire je suis bien, j'ai l'impression d'être à ma place quoi. Et quand tu as du plaisir à bosser avec les gens avec lesquels tu bosses, à être aligné, à avoir l'impression de faire les choses bien, j'ai pas vraiment j'ai pas besoin d'aller regarder ailleurs quoi. Ouais. Le message est passé hein. Vous essayez pas de la recruter. Tu as parlé de concurrence. Ça, c'est aussi un sujet, je pense, que j'ai entendu de la part de beaucoup de jeunes commerciaux. C'est galère de prospecter dans ce monde-là, parce qu'en fait, il y a énormément de SN, la concurrence est féroce et c'est très difficile de se démarquer auprès du client quand t'as pas une offre particulière. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça et vous, comment vous vous différenciez Ouais, je comprends complètement ce point-là, c'est-à-dire que en réalité, le client, quand il fait appel à une ESN, quand il achète de la prestation de service, c'est que de l'humain. Donc le commercial en face, il peut dire mais nous on a les meilleurs, ils sont très forts et puis on met ça en place, on met ça, etc. Effectivement, et en tant que jeune commercial, c'est pas simple de réussir à se démarquer. Moi, je sais que tu vois, en étant plus jeune, ce que je disais souvent aux clients, mais c'est testez-nous en fait. Enfin, notre plus belle récompense et nos plus belles réussites, finalement, c'est nos clients qui disent vous êtes bons et vous êtes bons et la proposition, ce que tu m'as dit en rendez-vous, etc., correspond à ce que tu m'as vendu. Donc finalement, moi, c'est beaucoup par recommandation. Je dis mais voilà, on travaille avec tel client, avec tel acteur, et en réalité, ça c'est un démonstrateur à part entière. C'est quand quelle est la plus belle référence finalement, enfin notre plus belle publicité finalement, c'est nos clients qui nous la font. Ouais. Je pense que le fait aussi que tu sois dans le secteur depuis dans le cadre de Takima très longtemps et que tu sois cette interlocutrice privilégiée, ça doit également énormément vous aider parce que dans beaucoup d'ESN, tu peux avoir du turnover et les gens, tu sais, quand ils voient un commercial numéro 1, commercial numéro 2, commercial numéro 3, bon, ok. Ouais, complètement. Aujourd'hui, c'est beaucoup par réseau et par recommandation. Ouais. Mais voilà, quand ça fait plus de 15 ans que tu es dans le secteur, effectivement, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Mais ça l'est aussi parce que dans l'approche commerciale, je veux dire, moi, je préfère dire que je suis pas capable de répondre plutôt que de tenter d'aller signer un truc. Où les relations que tu as avec les clients, elles sont vraiment sur du long terme. Les gens qui travaillent dans l'informatique, ils travailleront encore pour un bout de temps et il nous reste encore beaucoup d'années à bosser. Et donc, c'est vraiment important de dire la vérité. C'est pas du one shot, c'est des relations que tu crées sur du long terme. Donc, quand tu as été transparent sur la manière, là, je peux faire, là, je peux pas faire, et que t'as pas vendu du rêve à ton client, en fait, il se dit, OK, j'ai en face quelqu'un, quand il me dit quelque chose, en fait, il le dit et il le fait réellement et il est transparent. Tu vois, c'est un point qui compte. Mais effectivement, quand tu démarres, pour une jeune ESN qui démarre, c'est pas simple. Et puis les clients effectivement se font se font appeler, harceler les décisionnaires. Et je peux comprendre aussi que dans leur cas, finalement, t'es le 10e de la journée. On se dit mais voilà, moi je prends un peu l'exemple, c'est comme s'ils se faisaient poursuivre par des vampires, quoi. Tu vois, c'est un moment. Donc pour les clients, c'est pas simple non plus. Ouais, non, c'est un vrai défi, ça. Je pense que, moi, je sais que j'ai eu la chance de bosser pour une boîte qui avait déjà un certain track record et qui était déjà reconnue. Ce qui faisait que quand tu prospectais, c'était beaucoup plus facile. Mais en effet, je me mets à la place de certains jeunes commerciaux qui sont dans des ESN qui viennent tout juste d'être créés et, c'est pas simple. Ouais, c'est ça. Ou qui sont généralistes. Quand t'es généraliste, c'est forcément beaucoup plus dur d'être impactant sur ce que tu vas proposer, sur ce que tu vas vendre. Déjà, être généraliste, forcément, ça implique que tu peux pas tout connaître par cœur. Le métier de la tech est tellement large, il y a tellement de technologies, il y a tellement de métiers différents que tu peux pas être bon partout. Donc en fait, quand tu fais le choix d'aller dans une boîte qui est spécialisée, je vais pas dire que c'est plus simple, mais en tout cas, tu connais ton marché sur le bout des doigts, tu sais où aller cibler, tu sais où aller voir, tu sais comment te faire recommander, etc. Donc je trouve que c'est un conseil qui peut être intéressant pour les personnes qui voudraient se lancer dans cette activité-là. Peut-être en effet de cibler des ESN qui ont une spécialisation, ça va forcément les aider dans la prospection. Ouais, c'est ça. Et puis de se dire, voilà, je vais dans une ESN qui est alignée, qui va avoir envie de faire les choses bien. Après, on n'est peut-être pas tous. Enfin, je veux dire, moi, j'ai mon exemple et ça reste un exemple. Hein. C'est pas. J'envisage pas les choses autrement que comme ça. D'ailleurs, j'ai quitté à un moment Takima il y a quelques années. Tu sais, quand t'es jeune, t'as toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Je suis revenue 3 mois après. Et je peux te dire que je suis allée dans une grosse boîte et ça m'a pas du tout, je retrouvais pas
les valeurs que j'avais chez Takima, mais c'est pas simple de revenir quand tu quittes une entreprise et de te dire en fait je me suis planté, je reviens. Mais j'ai appris beaucoup de choses. La transition, elle est parfaite parce que je voudrais qu'on aborde maintenant la partie vraiment vente, la réalité du job sur le terrain. Mais juste avant, pour clôturer le business model, le sujet des ESN, les consultants, à quoi un jeune commercial qui voudrait se lancer dans ce job-là, dans ce secteur-là, peut reconnaître ce qu'est une bonne ESN? C'est une très bonne question. Et les écueils, on va dire, à éviter. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est... il y a des données qui sont intéressantes. Le taux de départ, enfin l'attrition, ça, c'est un point qui est intéressant quand tu as des... mais c'est pas des chiffres qui sont toujours publics. Mais c'est intéressant de poser la question parce que quand tu vois que tu as beaucoup de départs dans une ESN, ça veut dire qu'à un moment, potentiellement, que les consultants sont pas heureux, qu'ils se trouvent pas à leur place, etc. Donc ça, c'est une donnée importante. Le fait d'être... Tu peux travailler chez un généraliste, mais il faut dans ce cas être complètement clair sur le fait de se dire ok, je vais être amené à vendre, et ça peut être une envie de se dire je vais vendre plusieurs services différents. Moi au contraire, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une palette très large. Mais moi j'ai rencontré des commerciaux, tu vois, en entretien, qui me disaient mais en fait là j'ai vendu de tout et n'importe quoi finalement. Et là, ce que je cherche, c'est au contraire d'aller me spécialiser, d'aller chercher une niche, en tout cas un métier bien spécifique. Et aujourd'hui, t'as beaucoup de métiers liés à la data, à la sécurité, au développement, en particulier dans une technologie. C'est assez facile finalement d'aller. C'est facile. Il faut réussir à aller trouver ces boîtes-là, mais tu le sens, les boîtes qui ont des valeurs, qui ont envie où la valeur tech, elle est importante. Pour moi, le but d'une ESN, il faut que la formation soit présente, il faut que la tech soit au cœur des préoccupations, et il faut avoir envie de construire des relations durables avec son client. Très clair. Parlons un petit peu du coup de la vente. Est-ce que tu peux m'expliquer comment se compose l'équipe commerciale? Quelle est l'organisation commerciale chez Takima, dont tu es la directrice? Bon, déjà, l'équipe, elle est constituée de personnes provenant d'horizons complètement différents. Et je pense que c'est une vraie force, c'est une vraie richesse. On a deux personnes issues d'école de commerce, mais en réalité, tout le monde on a tous des parcours complètement différents. On a, par exemple, une joueuse pro de tennis qui a décidé, de se reconvertir, dans le commercial. J'ai dans l'équipe, par exemple, un ancien client. C'était quelqu'un qui était plutôt... Ouais, c'est vrai. Une très très belle rencontre que j'ai fait il y a 6 ans maintenant. C'était en fait un client. Les échanges qu'on a eus, lui, il était très focus tech aussi. Il s'occupait d'aller chercher des prestations pour l'entreprise dans laquelle il travaillait à l'époque. Et très belle rencontre, très bon matching, et à un moment il se posait des questions sur sa carrière, etc. Et je lui dis mais t'as des valeurs qui collent complètement à Takima, tu voudrais pas, je suis sûr qu'on a quelque chose à faire. Et puis il a rejoint l'équipe et aujourd'hui il fait partie des commerciaux les plus seniors sur lesquels la Dirco qui close même. Ouais. Pour son équipe. Okay. Ouais, c'est et donc voilà, la constitution de l'équipe aujourd'hui, on a des gens qui viennent d'horizons complètement différents, qui ont une composante, c'est le collectif. Dans beaucoup de SN, on voit en réalité dans les modèles d'objectifs, etc., c'est des objectifs qui sont individuels. Alors après, on peut avoir aussi des objectifs d'équipe, mais finalement, ça pousse les commerciaux à se tirer dans les pattes et à se dire, mais attends, moi, je vais faire le plus gros chiffre. Et parce que aussi, les sales, globalement, on a cette volonté de performer, en fait. Ouais. Mais moi, je dis tout le temps, il ne faut pas que ce soit au détriment du collectif. Je pense que quand tu as un collectif et une équipe qui arrivent à vraiment bien fonctionner ensemble et à se dire, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est que mon collègue, il signe aussi, parce que si lui, il signe et qu'il est bien et que les collaborateurs sont bien, que les clients sont bien, il va y avoir aussi des répercussions positives sur mon boulot, sur la boîte, sur le global. Peut-être pas dans l'immédiat, mais à moyen terme. Et ça te pousse à un collectif. Et tu vois, on parlait de méthodes et de créateurs, d'entrepreneurs, en tout cas de fondateurs qui insufflent cette culture-là. Je pense que les responsables commerciaux, les directeurs commerciaux, head of sales, en fait, c'est vachement eux qui insufflent cette dynamique ou non au sein de leur équipe commerciale. Pour en revenir à l'équipe, aujourd'hui, vous êtes combien? Est-ce que les gens sont répartis sur des secteurs? Ouais.
Alors aujourd'hui, il y a 6 commerciaux. D'accord. On est en grosse phase de recrutement. On a rencontré beaucoup de candidats aussi, mais voilà, faut réussir à trouver un bon matching dans les personnes qu'on a amené à rencontrer. On n'a pas de secteur de prédilection. En fait, moi, pour le coup, je suis vraiment, je pense qu'il faut complètement décloisonner. Il y a plein de SN où tu es spécialisé en banque, en assurance, en e-commerce, en énergie, etc. Moi, je pense qu'au contraire, en fait, ce que moi je considère comme l'éclate absolue, c'est de se dire tout est ouvert. Et en fait, tu peux aussi bien rencontrer quelqu'un dans le luxe que quelqu'un dans la grande distrib et faire le grand écart. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir plein de situations, de métiers différents. Et donc, je veux surtout pas, en tout cas aujourd'hui, on n'est pas cloisonné par secteur, parce que j'ai envie de leur, qu'ils se sentent libres de se dire, mais je vais aller sur tel secteur d'activité parce que moi, tiens, je vais aller vers le monde du bijou, du luxe, etc. parce que c'est quelque chose qui me parle. Ou au contraire, je vais aller dans le monde de l'énergie parce que les préoccupations de demain, les véhicules électriques, etc. Moi, c'est un des enjeux sur lesquels j'ai envie de m'investir, de le comprendre. Et donc, je veux surtout pas cloisonner pour pas brider en fait cette envie d'aller découvrir des nouveaux contextes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, c'est en tout cas personnellement ce que j'ai adoré de voir plusieurs secteurs. Et en plus, je pense que ça bâtit un petit peu ma pensée et mon intellect parce que j'ai découvert plein de problématiques liées au business, tu vois, à l'époque. Mais je pense que pour ça, il faut vraiment recruter des personnes, qui ont un goût pour ça. Donc, toi, dans ton équipe, ce qui les rassemble, c'est le sens du collectif. J'imagine, d'une certaine manière, la curiosité. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs fortes au sein de cette équipe commerciale ? Alors, le collectif, c'est une des valeurs principales, vraiment. Mais du coup, dans le collectif, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve l'entraide. Il y a effectivement la curiosité, avoir envie de découvrir des nouveaux contextes, des nouveaux secteurs, etc. Et je pense qu'une des composantes fortes, vraiment même presque je mettrais en premier avec le collectif, c'est l'empathie. Le fait de se dire, OK, j'ai des interlocuteurs face à moi, que ce soit un client, un collaborateur, peu importe l'interlocuteur que je vais avoir en face, je vais prendre le temps de l'écouter, d'avoir une vraie écoute active et de comprendre. Comprendre c'est quoi son enjeu, c'est quoi son problème, comment je peux réussir à l'aider, parce que notre job c'est finalement tu vois, c'est d'aider et de te dire, OK, t'as un client et t'as réussi à lui offrir avoir une proposition de valeur qui va être intéressante pour lui et qui va lui régler un problème. Et vis-à-vis du collaborateur, c'est pareil. L'empathie, c'est vachement important. Et avoir envie de se déchirer, la persévérance, tu vois, être résilient et se dire, je lâche rien. Parce que quand tu lâches rien, ça finit toujours par payer. Tu vois, nous, on adore se fixer des challenges et on se dit, mais tiens, t'as tel secteur ou tel client, ça nous intéresse, ça a l'air d'être une bonne boîte, on aura envie de travailler avec ce client-là. Et on se dit jamais que c'est impossible. Nous, tu vois, on se dit, mais comment on fait pour y arriver? Et si le commercial y arrive pas seul, on réfléchit ensemble. Alors, c'est intéressant que tu parles d'entraide et de travail collectif pour arriver à chercher de nouveaux clients. Il y a un sujet, je me rappelle, pour moi, qui était très frustrant à l'époque, surtout au début quand tu démarres et que tu comprends le business model, c'est qu'au final, quand tu es dans une ESN, tu vends de l'humain, de la compétence, donc tu vends une ressource qui est finie. Donc, potentiellement, tu peux avoir, je sais pas, un consultant positionné chez plusieurs clients et puis il ira chez le client d'un commercial ou de l'autre. Et ça, c'est des choses qui peuvent créer des frictions. Est-ce que c'est des choses que vous vivez chez vous ? J'imagine que oui. Et comment vous les gérez ? Nous, je sais qu'on arbitrait beaucoup en réunion commerciale, on se disait, OK, pour l'intérêt du consultant dans un premier temps, ensuite pour la boîte, le niveau de CA qu'on pouvait avoir, si on avait plusieurs critères. Vous, comment vous gérez ça ? Alors effectivement, avoir un consultant, alors souvent on le prépare en amont. Quand on sait qu'un collaborateur, souvent on n'arrive pas à une fin de mission, c'est même nous qui décidons de nous dire, mais là, on arrive au bout de 18, 24 mois de mission, il faut pouvoir proposer un nouveau challenge à un collaborateur. Donc on en parle en collectif, en réunion. Chacun va aller se battre pour essayer d'aller trouver le contexte qui va être le plus intéressant pour le collaborateur. Et effectivement, la première donnée, c'est de se dire, qu'est-ce qui va être intéressant pour la carrière et pour le chemin du consultant? Ça, c'est le premier point. On peut avoir une mission qui paye beaucoup plus, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus, et avoir une mission qui paye probablement moins, mais qui va être beaucoup plus intéressante techniquement pour le consultant. C'est cette option-là qu'on ira choisir, parce que c'est tellement important pour la carrière des uns et des autres. Ça, c'est le premier point. Ce point peut créer de la frustration. Mais si tu le désamorces, en fait, si l'équipe commerciale... elle sait que son objectif ultime, c'est de se dire que les consultants et consultantes vont se projeter le plus longtemps possible et vont être bien dans leur job. Donc,
En réalité, c'est presque assez naturellement, ça va de soi. On va choisir le contexte qui va être le plus intéressant pour le consultant. Parfois, il peut y en avoir deux. Et en réalité, après, effectivement, c'est aussi, c'est l'intérêt de l'entreprise. Mais nous, ce qu'on dit souvent, c'est que, à un moment, peut-être que tu vas perdre, mais tu gagneras la fois d'après. Et ce qui est vachement important dans notre organisation, c'est de se dire que tous les jeunes commerciaux qui démarrent et qui n'ont pas encore leur portefeuille, c'est de les mettre en situation de réussite. Donc moi, j'ai déjà vu dans l'équipe des sales me dire, mais attends, là, il est, lui, ça va être un peu plus dur. Il a pas encore beaucoup de collaborateurs, D'accord. beaucoup de clients. Je lui file ce client-là. Ouais, okay. Et ça paraît complètement incroyable. Mais je trouve que c'est des gestes. Ça arrive. Tu vois, c'est un beau geste. Ça arrive dans les équipes commerciales. Ouais. Mais ça arrive parce que parce que t'as aussi l'intérêt, t'as pas envie que ton collègue t'as envie aussi qu'il réussisse. On a envie de réussir en collectif, tu vois. Et ça, c'est un point que j'aborde très très souvent, lors des entretiens qu'on fait passer aux commerciaux. En fait, ce que je leur dis, c'est que vous allez arriver parfois avec des projets, avec des missions, en vous disant super, là j'ai un projet à 1 million d'euros, etc. Et peut-être qu'il y a des fois on dira non, là on n'ira pas. On n'ira pas parce que c'est pas dans l'intérêt de la boîte, parce que c'est pas les bonnes technos pour nos gars, et donc on n'ira pas, on signera pas. Ça peut être frustrant, ça peut être difficile. Mais à côté de ça, quand on y va et on a des clients qui sont hyper heureux et on a des collaborateurs qui sont heureux. Enfin, tu vois, c'est presque un cercle vertueux en fait. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher ces contextes-là qui vont être intéressants. Oui, donc tu peux finalement être plus exigeant en fait. Exactement. Pour être sûr de pouvoir remporter quelque chose. C'est ça. Mais tu sais, c'est ce dont on parlait là avant le podcast avec Olivier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se figurent pas à quel point ce métier, et je trouve notamment en ESN, il est difficile parce que tu es vraiment au carrefour de plusieurs intérêts. Encore une fois, les tiens, parce que tu dois défendre les tiens en tant que commercial. Tu dois défendre la carrière et les intérêts du consultant. Tu dois défendre les intérêts de ta boîte. Et en plus, tu dois t'assurer que ton client est content et de faire le job, tu vois. Complètement. Tu as presque parfois de quoi devenir schizophrène, c'est ce que tu disais. Enfin, c'est évidemment pas simple de se retrouver finalement au milieu de tout ça. Et puis, tu as aussi le manager finalement qui te dit, voilà, nous les interlocuteurs, c'est le consultant en premier, le client, je les mets même niveau, et le manager qui dit, voilà, est-ce que là vous êtes en train de suivre, est-ce que c'est la bonne mission pour lui, donc tu as plusieurs interlocuteurs, et c'est pour ça que quand tu le fais bien, en tout cas tu tends à aller vers un alignement parfait, la bonne mission, le client content, le collaborateur qui progresse, etc. T'as l'impression, franchement, d'avoir réussi. Ouais. Je vais pas dire un exploit, mais c'est super. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent comment se passe le cycle de vente de A à Z quand tu es commercial dans une ESN, de la prospe à je développe mon portefeuille client? Ouais, alors la prospe, tout dépend du niveau de maturité aussi de l'entreprise. Si je te prends la prospe il y a 15 ans, ok, tu démarres, tu as des fichiers Excel ou un CRM et en réalité ta rose assez large, tu appelles beaucoup de gens, tu fais beaucoup de rendez-vous, tu te prends 99 claques pour obtenir au centième c'est le rendez-vous, tu vois, tu dois passer 100 coups de fil pour obtenir un rendez-vous, c'était les ratios de l'époque. Aujourd'hui, ça fonctionne pour un commercial qui est suffisamment malin, je dirais vraiment dans le bon sens du terme, suffisamment intelligent. C'est quelqu'un, même si lui-même n'a pas de réseau, c'est quelqu'un qui va savoir rebondir et aller avec tous les outils, avec LinkedIn maintenant, avec tous ces outils-là, qui va permettre d'aller très rapidement cibler les entreprises qui vont avoir besoin de prestations. Haut niveau, moins haut niveau, etc. Tu peux te prendre beaucoup de claques si tu fais de la prospe dure. Avant de commencer à travailler avec un client, il peut se passer des mois. Ça peut être 6 mois, 9 mois, 1 an. Il y a des comptes que tu peux travailler pendant beaucoup plus longtemps parce que ça nécessitera que tu sois référencé aussi chez eux. Quand on prend les grands groupes, les grosses entreprises, du CAC 40, effectivement, ça nécessite. Enfin, quand je parle de référencement, c'est du coup juste pour apporter un petit éclairage. Tu peux expliquer, je pense. Il y a certaines entreprises qui vont se dire nous on a un panel de fournisseurs avec lesquels on va travailler pendant telle durée, et notamment dans tout ce qui est lié aux entreprises publiques,
c'est complètement le cas, c'est complètement encadré, etc. Donc c'est très fastidieux, il y a des dossiers à rendre, il faut montrer patte blanche, etc. Mais souvent quand tu te retrouves référencé, du coup tu reçois des besoins du client, tu es finalement privilégié puisque tu es dans une liste de fournisseurs qui reçoit ces besoins-là. Donc il y a aussi effectivement travailler les référencements, et là on est plutôt sur des cycles beaucoup plus long terme, moyen long terme. Mais le parcours, il est... Alors, on entend beaucoup, tu vois, des sales... Enfin, moi, j'entends des sales spécialisés en chasse, des éleveurs, des chasseurs, finalement, des gens qui vont décrocher des rendez-vous. Moi, je trouve que dans les ESN et dans le conseil de manière générale, c'est pas possible. Tu dois gérer ton cycle de vente de A à Z. C'est pour moi, c'est une organisation très SaaS. Exactement. Complètement. Je te rejoins complètement. Je pense qu'un commercial, pour réellement mesurer, comprendre, appréhender le secteur, il doit commencer de la prospection jusqu'à la signature d'un premier deal et le suivi ensuite. Parce que voilà, ce qu'on appelle l'élevage, c'est finalement le suivi du client et tout cet accompagnement-là. Après, aujourd'hui, t'as plein il y a plein d'outils qui peuvent permettre d'accélérer, d'aller beaucoup plus ciblé, d'aller beaucoup plus loin. Nous, on a un mode de fonctionnement qui est beaucoup en réseau. On nous recommande beaucoup. Voilà, c'est plutôt. C'est confortable. C'est plutôt confortable. Mais voilà, c'est beaucoup de clients qui nous recommandent mais c'est parce que on existe depuis plus de 15 ans, bien tu sûr. Vois, c'est beaucoup plus, je dirais pas simple, mais en tout cas, ça c'est le cheminement, c'est normal. Et les fruits du travail, de l'expérience. Mais alors du coup, pour en venir au cycle de vente, il y a la prospection. Dans la prospection, il y a éventuellement des référencements. Ensuite, quand le commercial arrive devant un client, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, par exemple, dans le cadre de l'AT, c'est quoi le process ? Quand il arrive face à un client et qu'il a vendu finalement sa boîte, son concept, son produit, on parle d'humain, on parle pas de produit, mais on a bien compris de manière générale. Et que les consultants qui écoutent, ils vont dire t'as lâché le bon produit. Ouais. Non, mais parce qu'on dit souvent qu'il faut croire en son produit, mais nous, notre produit, c'est de l'humain en fait. Donc, je vais isoler cette partie-là, Amel. Quand tu es sollicité du coup sur de l'assistance technique, le client te dit j'ai besoin de renforcer mon équipe, je vais avoir besoin d'un développeur avec telle expérience pour travailler sur ce projet-là. Voilà tous les teneurs aboutissants, voilà un peu les technologies, les sujets, les enjeux, etc. Du coup, le commercial, ce qu'il doit faire, c'est de réussir à aller cibler la bonne personne, le bon tech qui sera disponible à ce moment-là pour répondre à son besoin. Et donc, quand tu reçois le besoin, souvent il se passe quelques jours, voire quelques semaines avant de réussir à signer, parce que tu reçois le besoin. Tu prends le temps de travailler en interne et de te dire, ok, est-ce que c'est quelqu'un qui va être disponible ou c'est quelqu'un qu'on pourrait rendre disponible à moyen terme. C'est t'envoie ce qu'on appelle nous un dossier de compétences. Donc c'est un peu un CV mais amélioré avec beaucoup plus de détails au niveau des expériences. Si le client dit oui, le dossier de compétences est intéressant, go, ça déclenche un entretien. Donc le client systématiquement il rencontre, on connaît pas de client à moins qu'on te fasse vraiment confiance. Ça m'est déjà arrivé de passer sans entretien, mais le client il veut rencontrer le collaborateur, le consultant qui va être amené à travailler dans ses équipes. Et puis à ce moment-là, t'arrives en phase si c'est un go de la part du client, t'arrives en phase de négociation de tarifs ou pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans les référencements, souvent on te demande de négocier tes tarifs à l'avance pour 2-3 ans. Complètement. Bon, ce qui est très très compliqué à tenir, on voit bien que le secteur de la tech, les salaires s'envolent littéralement. Et quand on te met en face des grilles qui correspondent à entre un 0 et un 3 ans d'expérience, on va considérer ça comme un junior. Moi, un 3 ans d'expérience, chez moi, il n'est pas junior chez Takima. Et donc, et on dit qu'entre un 0 à un 3 ans d'expérience, c'est tel tarif. Non, c'est pas tel tarif parce qu'un jeune sorti d'école et un 3 ans d'expérience sont pas du tout au même salaire. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, les directions des achats, parce que du coup, dans les interlocuteurs qu'on a, on a effectivement les opérationnels, les techs, avec qui on parle vraiment le même langage et on comprend les choses. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les directions des achats, elles ont pas, de plus en plus, elles ont pas cassé l'objectif. L'objectif principal, c'est pas seulement de se dire on fait baisser
les TJM. On voit beaucoup plus d'acheteurs, et moi avec qui, pour le coup, on crée des relations qui sont très fortes, qui ont vraiment envie de construire des vrais liens avec les fournisseurs ou les partenaires, entre guillemets, et de travailler dans le temps, et de se dire, OK, comment on va faire pour travailler ensemble, etc. Pourquoi, à ton avis, ça devient critique pour eux ? Ça devient critique parce que trouver des compétences fortes dans la tech, c'est critique. On a vraiment un manque, je veux dire en Europe, mais partout dans le monde, structurel d'informaticiens. C'est des filiales en plus qui ont été avec une étiquette, qui ont été un peu abandonnées par les étudiants, tu vois, qui se sont mis à aller faire de l'environnement, etc. Et donc dans les écoles, il y a eu une baisse du nombre d'étudiants. Alors, faudrait que je reprenne les chiffres, que je te dise pas de bêtises non plus, mais c'est vrai qu'on a vu des baisses sur des métiers, en tout cas, de développeurs. D'ailleurs, en parlant de formation et de métier de développeur, vous recrutez, vous, des développeurs qui font ces formations de 3 à 6 mois ou pas du tout ? Vous recrutez vraiment des gens qui ont tabassé le sujet en école pendant 5 ans ? Parce que là, philosophiquement aussi, on aurait dû même en parler dans le cadre du business model des ESN, il y a un vrai sujet, tu vois. Il y a des gens qui te disent « Mais non, tu peux apprendre à coder en 2 mois ». Et moi, j'ai beaucoup de potes consultants et ingénieurs qui me disent « Non, t'apprends à coder toute ta vie ». Complètement. Je pense que t'apprends à coder toute ta vie. Je pense que il y a toujours des exceptions, et t'as des gens qui ont entamé des reconversions et qui s'en sortent très bien, et c'est très bien. Mais quand t'as une formation d'ingénieur et qu'effectivement en école on t'a appris le concept, et qu'en entreprise surtout on t'a appris le concept, l'orienté objet, etc. Tous ces concepts techniques, toutes ces maths, etc. C'est un cursus qui est quand même complet, complexe. Donc effectivement, nous on recrute pas cette typologie de profil. Maintenant, tu as certaines entreprises qui peuvent être effectivement amenées à les recruter, mais peut-être que le niveau d'exigence est moins fort. Tu vois, tu as des entreprises qui ont besoin juste pour un site internet ou des services qui sont moins complexes. Je pense que c'est moins en ESN parce que c'est sûr que c'est difficile de te positionner en tant que consultant quand ça fait 3 mois en fait que tu as appris la discipline. Je pense que c'est plus dans le cadre des startups où en effet, comme tu dis, des boîtes qui ont un besoin opérationnel. C'est ça. Dès que ça nécessite du développement d'applications complexes, moi j'ai déjà vu des startups faire même appel à des personnes qui sortaient d'école ou de formation comme ça un peu en accéléré. Pour sortir un MVP, c'est très bien, mais après, quand il faut construire une application qui va être solide, durable, évolutive dans le temps et qui soit capable d'avoir des bonnes performances, etc., là, il faut vraiment prendre le temps de construire ta maison avec des piliers solides, tu vois, versus je construis ma maison avec de la paille, entre guillemets. Je veux pas non plus décrier. Je trouve que c'est des très bonnes initiatives pour le coup, mais c'est probablement un autre positionnement. Oui, et puis encore une fois, chez d'autres acteurs. Ok, très clair. Pour en revenir un petit peu au rôle des commerciaux, donc là, on a parlé du cycle de vente dans le cadre de l'AT, mais pour que les gens comprennent bien, quelles sont du coup les compétences à mobiliser à chaque étape du cycle de vente, et restons sur le modèle de l'AT. Tu vois, je pense par exemple au fait de préparer un consultant pour un entretien avec le client. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça ? Ouais, bien sûr. Toute cette étape-là de préparation, en fait, quand les consultants se retrouvent en entretien face au client, déjà c'est une situation qui est extrêmement stressante de se retrouver pour eux face à des interlocuteurs, voire plusieurs interlocuteurs qui peuvent leur poser des questions tech, des questions humaines. On voit beaucoup plus des questions beaucoup plus larges là maintenant. Tu vois, ces dernières années sur comment tu réagis dans telle situation ou en équipe, etc. Finalement, ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en école. Tu vois, en école d'ingé et en faculté, il y a quelques initiatives de préparation à des entretiens, mais cette partie-là, elle est vraiment cruciale parce que en fait, le collaborateur, quand il arrive en entretien, nous, on sait quand on propose quelqu'un, c'est que la personne a les compétences. Mais parfois, entre avoir les compétences et réussir à le démontrer, c'est tout autre chose. Et donc, si le commercial a bien fait son job, il a proposé la bonne personne. Mais en face, finalement, ça va nécessiter d'expliquer un peu son parcours d'une certaine manière. Et donc, il y a toute cette phase-là de préparation, nous, qui est faite sur présente-toi. Juste, là, si demain on doit dire présente-toi. Ok, tu vois, tu commences par où, par quoi, quel est ton fil rouge dans ta présentation, qu'est-ce que tu mets en avant,
Qu'est-ce que t'expliques? Moi, on leur dit souvent, mais repartez. En fait, t'en as certains qui sont tombés dans le dev quand ils étaient petits, quoi. Un peu comme, tu vois, Obélix. Et t'en as d'autres qui ont découvert ça en école d'ingé ou en faculté. Et je leur dis, mais mettez en avant ces côtés-là, donnez un peu d'humain, parce que c'est important. Comme on parle que d'humain, il y a les compétences tech, c'est une chose, mais pour que le client puisse se projeter et vous projeter dans les équipes, bah, c'est aussi de savoir... En entretien, ce qu'on valide, c'est aussi ta capacité à être amené comment tu vas être amené à travailler avec les uns et les autres. Est-ce que tu vas réussir à communiquer correctement? Est-ce que si demain ça se passe mal, tu vas réussir à lever des alertes? Est-ce que si tu as des blocages, tu vas pouvoir solliciter tes collègues? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas rester dans ton coin? Donc, c'est tous ces points-là qu'un client en face aura envie de valider. Donc, c'est de réussir à les préparer du mieux qu'on peut à ces sujets-là. Et plus t'as effectivement d'expérience, plus c'est facile. Si le client décide de dire non, je veux pas, je signe pas, ou ça va pas le faire. Enfin, ce qui est important, c'est d'avoir fait de son mieux, tu vois. C'est tout le temps ce qu'on dit, parce que parfois les techs sont un peu stressés en se disant, ah, mais là, il y a de l'enjeu, etc. Je dis, mais il y a pas de, je veux dire, t'auras fait ton mieux. Enfin, je veux dire, si ça fonctionne, c'est super, c'est absolument génial. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'est comme ça. On ira chercher autre chose. En fait, c'est exactement ça. Et ce que tu décris, c'est du coaching. En fait, du coaching à l'entretien, au recrutement. C'est également passer ses compétences commerciales. Je vais t'apprendre à te vendre. Et en fait, ma question était un peu orientée, mais je voulais le faire aussi pour que les gens ils comprennent la complexité du métier de commercial en ESN. C'est que, tu l'as dit, il y a la prospection, donc c'est savoir maîtriser les outils, apprendre à te prendre des portes, ensuite te pointer devant un client, comprendre son besoin, donc avoir l'intellectuel suffisamment développé pour comprendre les tenants, les aboutissants, le besoin qu'il pourrait y avoir tu vois, en face de ça, et la personne que tu pourrais mettre en face de ça. Ensuite, derrière ça, c'est retourner dans ta boîte, monter une propale, tu vois, la présenter, coacher un consultant. Enfin, donc, ma question était un peu orientée. C'était vraiment que les gens comprennent que non seulement c'est du développement commercial avec toutes les techniques et les soft skills qui vont avec, mais qu'en plus de ça, tu développes tout un panel de compétences humaines, accompagner une personne, tu vois, pour que elle décroche le job, tu vois, enfin. Ouais. Mais c'est un vrai job de coaching, de coaching et tech, sur la partie tech, et sur la partie humaine. Enfin, je veux dire, comment t'apprends finalement à te vendre. Et quand ça ne fonctionne pas et que, je veux dire, en entretien, le collaborateur, parfois, ça peut arriver, des personnes qui vont arriver, qui sont extrêmement stressées, parce que c'est des situations très stressantes d'arriver en entretien comme ça. Et le job aussi du commercial, c'est, s'il est persuadé que cette personne-là fera l'affaire et que ça se passera très bien, c'est de réussir, même après cet échec-là, à dire au client et expliquer, alors là, en entretien, il s'est peut-être planté, mais faites-moi confiance, ça va bien se passer. Et de réussir le client, quand il te fait confiance, il s'appuie sur ce que aussi t'es amené à lui dire. Donc, à nous aussi de préparer en amont le client en disant, mais voilà, il va être stressé, ou il est un peu réservé sur cette partie-là, ou c'est aussi de réussir à finalement présenter un peu toutes les composantes. Et après ce coaching-là, quand la mission est signée, c'est tout le suivi en mission. Et c'est pour ça que c'est un job avec beaucoup, beaucoup d'humains. Il y a de la vente, mais il y a beaucoup d'humains. C'est parce que derrière, c'est suivre ton collaborateur, c'est faire des points avec lui régulièrement pour savoir est-ce que ça se passe bien pour lui, est-ce qu'il a été bien intégré, est-ce que le projet est suffisamment challengeant, est-ce qu'il continue d'évoluer, est-ce que le client est content. Et donc, tu fais ça pendant toute la durée de la prestation. C'est pas d'autres personnes qui prennent le relais, c'est le commercial qui continue de faire ça. Donc, le cycle, il est extrêmement long, et en fait, il est presque infini, quoi. C'est dingue, je te jure, t'es en train de me donner une sorte de nostalgie, voilà. Et là, en plus, on parle que des compétences à mobiliser sur de la T, mais sur du projet, c'est encore différent, parce que tu dois monter une équipe, soutenir la proposition, négocier avec les achats, les opérationnels, et ensuite assurer que le delivery il se passe bien, alors avec les chefs de projet, etc. Mais du coup, t'as toute une composante de respect des marges, etc. T'es en train de me donner une vraie nostalgie, Amel. C'est terrible. C'est riche, hein. C'est très très riche comme métier. C'est extrêmement complet, et c'est de la vente complexe en fait. Hein. C'est de la vente, la prestation de service, c'est de la vente complexe, et c'est ce qui est hyper riche. Ouais.
Mais alors du coup, ça m'amène à une autre question, parce que ça, tu le disais en introduction, le ticket d'entrée, il est élevé quand tu débarques dans ce monde-là. Et en effet, je trouve que c'est compliqué de vendre quand tes clients sont plus experts que toi. Vous, aujourd'hui, au sein de l'équipe, est-ce que vous prévoyez, je sais pas, un programme de formation des commerciaux pour qu'ils soient plus à l'aise? Ils sont accompagnés comment? Alors, sur toute la partie technique qu'on met en place, c'est qu'on a régulièrement des points avec des sortes de mini-formations avec des techs de chez nous. Et ils sont, tous les techs de Takima sont extrêmement contents, au contraire, de partager, en fait, tu vois, de partager ce côté-là, de réussir à vulgariser et à. Je pense que ça, c'est une donnée importante. Il y a une veille aussi personnelle et ça, il faut quand même bien en être pour comprendre les enjeux, les sujets, ce qui arrive, etc. Et sur la manière dont on forme purement sur la partie sales, en fait, c'est tutoré. On a souvent un sales qui accompagne un plus jeune, etc. Et en fait, pas seulement le jeune commercial, il tourne finalement lors des rendez-vous, il va aller avec un sales plus senior, et puis avec un autre, et puis un moment avec le fondateur de l'entreprise, et puis un autre moment avec nos directeurs des opérations, un autre moment avec notre CTO. Et c'est toute cette richesse-là qui permet de monter en compétences et d'appréhender ce métier-là où le ticket d'entrée peut être effectivement élevé. Ouais. Selon toi, en combien de temps on peut être à l'aise? Je pense que en s'y mettant bien, il faut bien, en tout cas sur une entreprise plus spécialisée, il faut bien 3 à 6 mois minimum. Ouais, 6 mois, je dirais. Ouais, 6 mois, pour commencer à être vraiment à l'aise et à bien vendre et tout, c'est presque un an. Alors du coup, toi, en tant que manager, en sachant que les périodes d'essai durent en moyenne 4 à 8 mois, qu'est-ce que tu vas essayer d'évaluer chez ton commercial sur cette période d'essai, sur ces 3 à 8 premiers mois? Ouais, parce que sur cette période-là, c'est le cycle de vente est tellement long que souvent, effectivement, il peut y avoir des signatures sur ces 8 premiers mois, mais ça va être anecdotique. Voilà, effectivement, c'est ce que tu dis. Ce qu'on va évaluer, c'est sa capacité à rebondir et à être suffisamment intelligent pour comprendre, avoir la curiosité d'aller comprendre les secteurs. Quand tu pars en rendez-vous, c'est comment tu pitches ta boîte. Est-ce qu'au bout d'un moment, t'arrives à pitcher l'entreprise? Que t'as en fait cette curiosité. Si t'as pas envie si t'aimes pas la tech, que tu t'intéresses pas à ça et que tu dis juste, je fais de la prospection, j'obtiens des rendez-vous, il faut aller creuser. Et donc, c'est cette capacité-là à aller creuser et cette capacité d'adaptation avec des interlocuteurs qui sont tout le temps différents et des gens qui ont aussi roulé leur boss. T'as des gens qui ont des grosses carrières qu'on a amené à rencontrer en rendez-vous. Ça peut être aussi vachement impressionnant pour un jeune. Donc, c'est vraiment cette capacité-là d'adaptation pour moi et de curiosité. Ok, ouais, donc vraiment le mindset. Aujourd'hui, vous organisez comment? La réunion commerciale, elle est quand? Elle dure combien de temps? Est-ce qu'il y a d'autres cérémonies comme ça qui sont prévues dans la semaine? Ouais, alors nous, on a notre réunion commerciale qui est plutôt orientée business. Okay. En fait, sur les réunions, parce qu'on a tous connu des réunions où tu restes pendant des heures à écouter les uns les autres. Une réunion, il faut quoi? Faire du reporting bête et méchant, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu le fais en one-one avec voilà. Alors moi, je m'appuie déjà sur aujourd'hui, j'ai le poste de directrice commerciale, mais je suis quand même plutôt au niveau de la stratégie et de la direction, on va dire, de Takima. Et j'ai quelqu'un de beaucoup plus senior qui est, on va dire, responsable commercial, un manager presque intermédiaire qui prend un peu sous tous les jeunes commerciaux, finalement, elle les oriente, elle les fait monter en compétences, elle les aiguille. Donc, elle est en train de progressivement de prendre, on va dire, un peu de faire ce relais. Mais on a une réunion qui est plutôt orientée business. Dans la réunion business, qu'est-ce qu'on va chercher à avoir? C'est effectivement, les victoires et les réussites, parce que ça, tu vois, on est les premiers. À chaque fois, on entend, on fait beaucoup de bruit dans les bureaux. Ça s'applaudit et tout. Dès qu'il y a une réussite, on veut vraiment la célébrer, la fêter. C'est hyper important. Quand il y a des échecs, de comprendre pourquoi et comment on aurait pu faire autrement, et de réussir aussi à cette réunion-là. Elle permet aussi de dire, tiens, je veux cibler tel client, je rencontre telle difficulté, comment on peut faire? C'est aussi un travail finalement en commun sur, trouvons des solutions à des problématiques qu'on a amené à rencontrer. Parce qu'après, tout le reporting, on a Salesforce, tout est dans Salesforce. D'avoir juste des tableaux de bord et présenter des tableaux de bord de manière bête et méchante, je pense que ça sert à rien. Il y a cette réunion-là, et il y a une réunion qui est plutôt une réunion de staffing. Ouais.
où pour le coup, on prend le temps, on balaye tous les collaborateurs. Souvent, en fait, tous les 15 jours, on se fait un tour un peu. En fait, nous, on a des magnettes et on a imprimé en fait les visages de tous les collaborateurs je vois. et on se fait le tour de tout le monde. Comment il va? Et voilà, on prend le temps de attention. Là, il y a une alerte, il est pas forcément bien. Point de vigilance ou on a ce besoin-là, on a cette équipe-là. Bah finalement, qui on va proposer sur cette équipe? Donc c'est vraiment un jeu de chaises musicales. Allons chercher les meilleures missions pour nos consultants. Allons chercher les clients sur lesquels il va y avoir le plus d'enjeux et réussir. Enfin, tu vois, c'est pas simple de réussir à faire tourner comme ça les équipes et à faire en sorte que tes clients soient contents et tes collaborateurs aussi. C'est une des plus grosses difficultés. Mais alors du coup, réunion business, seuls les commerciaux y participent. Et la réunion staffing, est-ce que vous intégrez également les managers tech? Ouais. Il y a c'est les managers tech, on a une autre réunion avec eux, c'est une cérémonie, enfin une fois par mois. D'accord. On se bloque une demi-journée où tous les managers et tous les sales et le directeur des opérations, on est tous là à se réunir en fait pour échanger de vive voix sur les problématiques, sur les enjeux, sur ce qu'on peut être amené à proposer. Enfin voilà, c'est vraiment un temps d'échange dédié. Ça c'est super, hein. Une demi-journée, ça peut paraître beaucoup. Enfin, c'est un investissement important parce que finalement, c'est des consultants eux aussi qui viennent, voilà, une demi-journée, voire une journée par mois. Mais c'est un temps et c'est un coût pour l'entreprise parce que c'est une journée de moins de facturation. Mais c'est un coût qui est vraiment nécessaire pour. C'est important de communiquer, de parler, de savoir, de prendre la température un peu des uns et des autres, de se fixer des objectifs, etc. Et puis la réunion de staffing. Alors effectivement, il y a des techs. Enfin, nous, il y a notre directeur des opérations qui est là et qui suit. Où il y a un vrai suivi. Sur les positionnements, c'est de se dire ok, là ça va être intéressant, on y va pas, on dit go no go, on réfléchit ensemble. C'est extrêmement plaisant comme tu vois, c'est motivant. Ouais, c'est motivant, mais il y a pas des petits fights parfois. Alors pour de vrai, non. Non, Vous êtes parfait. non, mais on peut ne pas, tu vois, il peut y avoir, alors évidemment, c'est surtout pour les jeunes commerciaux, ils vont évidemment avoir envie, tu vois, de signer et de se dire, bien mais sûr. Attends, mais moi ça sert à rien, à moi c'est ce que je veux dire, ne viens pas moi me vendre le projet. Enfin, je veux dire, si tu penses qu'on est aligné, que c'est la bonne mission pour ce consultant-là, je te fais confiance. Ça peut me fonctionner une fois, mais si ça ne marche pas, comme on l'avait dit, tu vois, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire preuve de transparence. Parce que les conséquences, elles peuvent être importantes. Une mauvaise mission pour un consultant, c'est un consultant qui potentiellement peut démissionner. Ouais. Un client qui est pas content, donc en fait, tu as perdu un collaborateur et tu as perdu un client. D'ailleurs, vous êtes 180, il y a combien de managers tech ? Alors, on a... Enfin, 180, il n'y a pas 180 consultants. 150 consultants. 150 consultants et combien de managers tech à peu près ? De mémoire, je crois qu'on est à plus de 30. Ouais, forcément. Plus de 30, 35. Ouais, parce que c'est difficile d'avoir plus de 5 personnes. C'est ça. Ouais. Et ouais, t'as des managers et t'as des tuteurs of managers, c'est écrit au-dessus. Voilà, c'est des gens qui vont être là pour guider des plus jeunes managers ou des managers qui vont rencontrer des situations complexes ou des difficultés, qui vont pouvoir aussi les guider. D'ailleurs, vous leur dédiez un peu de temps, alors en dehors de cette demi-journée par mois, pour qu'ils rencontrent leurs équipes sur le terrain, ou ils le font de manière informelle ? Ils font de manière informelle, ils ont beaucoup de temps, ils essaient vraiment de créer des petites communautés, de faire beaucoup de team building, des tribus, de se retrouver. Il y a beaucoup de managers qui se mettent aussi en commun, qui disent tiens, on va faire un événement pour nos managers. Donc c'est pour nous les commerciaux, c'est super parce qu'on a des relais qui sont là, et parce que parfois on n'est pas non plus, on peut passer à côté de certaines choses, et s'il y a des alertes, ils peuvent nous les lever, et nous à contrario, en fait ça va dans les deux sens, donc on bosse vraiment main dans la main. Donc il y a ces 2 réunions hebdomadaires et cette réunion mensuelle. Vous avez un marketing aujourd'hui ? Alors on a personne au marketing. Ouais. Alors, on a, disons qu'on a une personne qui fait un peu de marketing et de la com. Et de la com, mais en fait, on a surtout un cabinet auquel on fait appel qui peut pousser des choses. Mais c'est vrai que c'est le marketing. Je pense que c'est une des choses sur lesquelles il va falloir qu'on investisse. Ouais. Parce que ça devient nécessaire. Et en même temps, on se dit, là, tu vois, ça fonctionne bien. Ouais. Ça fonctionne bien.
Donc alors ça pourrait peut-être encore mieux fonctionner, tu vois, je ne sais pas. Après on a on va dire un gros hacker qui fait ça un peu pas à ses heures perdues, qui fait d'autres choses aussi dans l'entreprise, mais mais on cible les actions, tu vois. Je veux dire, on fait pas ça tout le temps. Et on cible les actions vis-à-vis des prospects, donc tout est automatisé, très bien outillé, etc. Enfin, cette mécanique-là, cette logique, elle est déjà mise en place. Maintenant, on la sollicite pas encore. On la sollicite un petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'en fait aujourd'hui, on a déjà tellement, tu vois, déjà géré tout ce qu'on a, les besoins. Enfin, tu vois, aujourd'hui, la logique elle est plutôt de se dire, on a beaucoup de besoins chez les clients, on est vraiment sollicité. Et c'est de réussir à répondre à cette demande-là et de la part des clients. Ouais, vous avez beaucoup de leads entrants, vous, aujourd'hui, en plus. Ouais. Tu as parlé d'outils et de Salesforce, notamment. Aujourd'hui, vous utilisez d'autres plateformes au sein de l'équipe commerciale ? Ouais, on utilise... Alors, avant, on avait nos tableaux physiques sur lesquels on mettait tout un tas de données, etc., d'indicateurs. Ouais. Aujourd'hui, on a Miro, qu'on utilise beaucoup pour... tout le management, on va dire, plutôt visuel, et parce qu'on se rend compte que aussi dans les habitudes de travail, etc., on a parfois les sales. Il y en a beaucoup les sales globalement aiment bien venir au bureau. Nous, j'impose pas de rythme en disant 2 jours, 3 jours par semaine. Je considère qu'ils sont suffisamment intelligents pour venir quand il y a besoin. Et puis on aime bien, c'est même nécessaire en fait, c'est même un besoin de se retrouver. Mais par contre, quand il y a des gens qui sont à distance, c'est pouvoir se dire, on partage aussi des boards sur lesquels on peut discuter notamment la partie staffing, où on a finalement le positionnement de tous nos collaborateurs, nos clients, les besoins, et donc je trouve que c'est super. On a Notion aussi qu'on utilise pour toute la partie plutôt préparation, tu vois, quand tu commences à avoir un besoin, et toute la prépa tech, la prépa d'entretien et tout ce qu'on met en face, toutes les actions. Parce que quand tu as un besoin, que tu présentes un collaborateur, toutes les actions qu'on doit générer derrière. Donc ça, c'est partagé aussi avec notre direction des opérations et notre direction technique. Donc ouais, ça fait des grosses machines, mais plutôt intuitives, et on est fan. Enfin moi, ce que j'aime, c'est la simplicité. Tu vois, je veux pas. Même Salesforce, tu vois, finalement, c'est presque démesuré, parce qu'avec Salesforce, tu peux tout faire. On reste sur des cas assez standards qui vont nous permettre d'être efficaces dans nos jobs dans le quotidien. Bon, alors le sujet qui va intéresser tout le monde. Je te vois venir. Hein, je te vois venir. On va parler d'argent. Ils sont rémunérés comment? C'est une question cruciale, extrêmement importante. Alors, ils sont rémunérés comment? Ils sont bien rémunérés, déjà, je tiens à le dire. Ça fait qu'on les nourrit. Non, mais c'est vrai que dans le secteur de la tech, les commerciaux ont des salaires on arrive sur des salaires assez importants. Donc, ils ont un fixe qui est relativement, je dirais, dans le marché, élevé, en fait, par rapport à d'autres professions. Pour des sales... En termes de pourcentage variable fixe, on est sur quelle moyenne? On est plutôt sur 80%, 80% de fixe, et puis 20-30% de variable. Nous, on est complètement déplafonné. Pour le coup, voilà, ils ont un fixe et un pourcentage du chiffre d'affaires généré. Alors, il y a plein de modèles de rémunération différents dans les ESN. Tu peux avoir plein d'indicateurs, par exemple, les jours non facturés, les TJM moyens, la marge, plein de modèles extrêmement complexes. Moi, j'ai décidé d'aller sur un modèle qui est très simple, et que les commerciaux puissent très vite calculer ce qu'ils vont avoir à la fin du mois. C'est un vrai enjeu, ça, hein, que la rémunération soit pas un truc complètement... Complètement, je suis d'accord. J'ai rencontré trop de commerciaux dans nos secteurs qui disaient, mais j'arrive même pas à calculer ce que je vais avoir à la fin du mois. Ouais, c'est pas possible. Je trouve que dans nos métiers, c'est pas possible. Il faut que ça soit simple, limpide. Donc nous, en tout cas jusqu'ici, le modèle de REM, c'est un fixe plus un pourcentage du chiffre d'affaires. Évidemment, des primes aussi pour des ouvertures de nouveaux clients. Ce sont les seuls facteurs et seules données. Et c'est complètement déplafonné. Je dis pas qu'à un moment, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas eu besoin de mettre en place des primes sur le collectif, des primes sur la marge, sur telle ou telle donnée, parce qu'en fait, tout le monde joue le jeu. On a des commerciaux qui jouent le jeu. D'accord. Parce que c'est vrai qu'en effet, en général, on s'assure que les commerciaux puissent vendre à une marge qui est...
de marger déjà, parce que tu vois beaucoup d'entreprises également où les commerciaux, pour faire la vente, en fait, alors pas ils vendent à perte, mais ils vont vendre à 2-3% de marge, ils se prennent une grosse com et en fait, c'est pas du tout avantageux pour la boîte. Complètement. Mais ils connaissent aussi les objectifs. On sait ce qu'on vise et en fait, ils vont viser de marger vraiment avec les attentes qu'on a. Et quand il faut à un moment, si on décide si le commercial décide de réduire la marge, du coup, ça s'explique. C'est parce que ce client-là est dans cette situation-là et que là, ça va durer un temps, mais qu'à un moment, enfin, tu vois, en fait, chaque situation finalement on prend le temps d'échanger. D'accord, et chacun gère un peu son portefeuille. Ok, très bien. Le variable tombe tous les combien ? Alors nous, pour le coup, c'est pareil, j'ai décidé le variable tombe tous les mois. Ah ouais ? Ouais, tous les mois, parce que trop vu, tu vois, des modèles où je trouve que après ça peut être très positif. Je veux pas, mais le modèle par trimestre, où je veux dire t'attends à la fin du trimestre pour toucher les primes des 3 mois précédents, je trouve que c'est dur. C'est un peu dur. Ouais, c'est ça. Donc voilà, le fait de te dire je l'ai mensuellement et parfois on dit oui, mais tu vois, ça tombe par trimestre parce que ça permet au moins de garder les commerciaux, quand tu passes le début du trimestre et que les commerciaux restent, tu sais qu'ils vont rester pour 3 mois pour toucher leurs primes, etc. Moi, je considère, tu vois, en le versant mensuellement, t'as des risques qu'ils puissent partir peut-être plus vite, mais en fait, si le commercial part, voilà, ça va pas. Si le commercial décide de partir, c'est qu'il est plus, c'est qu'il y a d'autres, c'est qu'il a un autre chemin à vivre et il y a pas de problème, quoi. D'accord. Et alors, c'est sur le facturé ou l'encaissé que vous réglez la com, vous ? C'est sur le facturé. D'accord. C'est une bonne question parce que il y a une grosse différence entre ce qu'on facture au client et ce que le client nous paye. Il faut déjà savoir que les clients ils payent avec à 30, 60 jours, voire parfois plus. Et nous, on paye vraiment sur le facturé. Je considère que dans certaines ESN, on demande aux sales d'aller aussi, on les paye que sur ce qui est encaissé. Ça permet en fait de mettre la pression aux sales pour aller chercher l'argent et faire rentrer l'argent. Moi, je considère que c'est pas notre job, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, sur l'encaissement, en effet, moi, je suis pas d'accord, mais c'est vrai que sur la facturation, a priori, tu sais qu'à un moment, l'argent, il va rentrer. Oui, c'est ça. Je pense que les taux de défaut aujourd'hui sont pas énormes, tu vois, dans les boîtes. Complètement. Mais alors, je suis chez Takima, je suis commercial, je m'en vais, j'ai vendu une prestation 2 mois avant, c'est payé 1 mois après que je sois partie. Est-ce que je vais être rémunérée ou t'es sorti? Ah non, nous on est réglo jusqu'au. Moi j'ai vraiment ce principe-là, c'est t'as signé quelque chose. Tout travail mérite récompense. Je déteste. En fait, t'as des commerciaux parfois qui partent des boîtes en se disant l'expérience était super, ils partent vers de nouveaux horizons et en fait juste à la fin c'est là que ça merde. Leurs com elles sont pas payées. Je trouve que c'est pas fair play en fait de la part des entreprises. C'est hyper important de rester réglo parce qu'en plus le monde de la tech c'est un petit monde. Ouais. On se connaît tous. Tu vois la preuve. Je pense qu'on a peut-être 50, 100 personnes en commun qu'on doit connaître, voire plus. Voilà. Ouais. Donc c'est important de faire les choses bien et d'être réglo. Et puis en plus c'est un vrai job. Donc ça mérite. Si t'as des primes, tu dois les verser, quoi. Tu peux parler un peu des objectifs. Alors peut-être sans parler des chiffres, mais qui sont définis pour les commerciaux. Ils ont des objectifs individuels. En fait, c'est des objectifs qu'on se fixe aussi avant tout en commun. D'accord. Donc, il y a cette discussion. Moi, il y a une discussion sur, OK, mais moi, tu penses que là, en 2023, là, dans le pipe, voilà ce que je pense pouvoir générer. Voilà, et du coup, c'est un vrai échange. Et c'est presque, tu vois, on se met d'accord sur, voilà ce qu'on a comme ambition. Et en fait, l'objectif, c'est de le mettre en situation de réussite. Mettre des objectifs démesurés à quelqu'un qui sera pas capable de les atteindre, en fait, tu crées de la démotivation. Si tu le sais déjà à la base que c'est inatteignable, le commercial, il va s'épuiser. Donc, il faut que ce soit des objectifs atteignables, mesurables. Il faut que ce soit suffisamment challengeant pour avoir envie aussi de se dépasser, tu vois. De se dire, OK, je vais aller chercher un peu, c'est la gagne, tu vois. Mais il faut que ce soit cohérent avec son expérience. Sinon, ça fonctionne pas. Et s'il surperforme, super aussi, il gagnera encore plus d'argent, tu vois. Mais c'est capé d'ailleurs? Non. C'est complètement libre et complètement ouvert. Moi, ouais. Il y a moyen de faire un braquage. Ouais. Ok, c'est très clair. Franchement, merci pour ta transparence sur le sujet. T'en prie, c'est intéressant. Moi, c'est un modèle de REM que j'aurais aimé,
tu vois, voir, en tout cas, si j'avais bossé dans une autre ESN, simplicité, efficace, qu'on me bride pas et que je me dise, mais attends, moi, si demain je surperforme, que je sois pas bridée et pouvoir, tu vois, complètement aller bien au-delà, parce que, enfin, voilà, c'est important de pouvoir se surpasser et de pas juste se dire, bah, je dois me contenter de ça. On a besoin de ça, nous. Ouais. Oh là là. Ok, très bien. On a abordé pas mal de sujets. Je pense que tu as répondu à toutes mes questions. Peut-être avant de finir, peut-être une question sur le recrutement, parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de ton équipe. Il y a des profils très hétérogènes. Tu les recrutes comment, toi, les gens, aujourd'hui? Alors, j'ai deux axes de recrutement. Soit c'est par recommandation, parce que c'est des gens dans le réseau qui me disent, mais tiens, qui connaissent bien Takima et qui disent, ah mais attends, j'ai un ingénieur d'affaires, enfin j'ai un sales, un bizdev qui serait tellement heureux chez toi. Oui, il est pas heureux dans son ESN, mais ça pourrait être absolument super, faut que tu le rencontres. Voilà, beaucoup comme ça. Et puis on travaille avec un cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement de sales, voilà, qui nous accompagne. Mais voilà, aujourd'hui, je veux dire, tu vois, on va passer à 8 commerciaux cette année. Enfin, on a 2 à 3 recrutements en cours pour cette année. Mais tu vois, ça reste, on n'est pas en train de parler d'énormes proportions. Je suis pas en train de recruter 10 sales par an. Tu vois, en tout cas pas encore. Ouais, non, mais vous avez une belle croissance organique. Bah écoute, c'était très clair. Franchement, Amel, tu m'as donné une nostalgie, mais de folie. Ça fait trop plaisir. Je me suis dit, vas-y, peut-être que je reviendrai. Enfin, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour je reviendrai. Hein, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un métier qui est super riche et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi je souhaitais t'inviter, parce que je savais que tu le défendrais bien, tu vois. C'est gentil. Donc, ouais, bah moi c'est un secteur que je vis et que je me vois pas faire autre chose, en tout cas aujourd'hui. Ouais. J'adore ce que je fais et je pense que je suis à la bonne place là. Et tu vois, regarde, quand on voit, enfin, je veux dire, on se connaît, quand on voit les rencontres et tout, c'est hyper riche. On est amené à faire plein de rencontres tout le temps. Quand je vois là où tu en es aujourd'hui, tout ce que tu as fait, c'est génial, quoi. T'es amené à interagir avec des gens d'horizons complètement différents et c'est une vraie richesse. Je suis complètement d'accord. Alors, pour finir, allez, 3 dernières petites choses. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois, je me dis, ouais, je vais faire des épisodes qui durent pas trop longtemps. C'est impossible sous les 2 heures. Est-ce que tu pourrais me pitcher Takima en 1 minute? Eh ben ouais, allons-y. Takima, ESN, tech cabinet spécialisé dans l'écosystème Java. Si vous avez besoin de compétences très fortes, d'avoir un vrai accompagnement, de l'expertise, voilà, c'est Takima. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un message à faire passer? En fait, dans le monde de la tech, il y a finalement encore aujourd'hui peu de femmes. Un message que j'aurais envie de faire passer, c'est que ça soit sur des métiers tech, sur des métiers de sales. Bon, les sales, il y en a de plus en plus, mais c'est des métiers dans lesquels les femmes ont complètement leur place. Et tu vois ce que je dis à plein de jeunes filles que je rencontre, quand elles me disent, bah oui, mais on sait pas forcément quoi faire, etc. Je leur dis, mais faites de la tech. C'est évidemment pas un métier réservé aux hommes et vous avez complètement vos places. Et on manque cruellement de femmes dans l'informatique et il faut vraiment casser ces codes et ces préjugés. Et les femmes ont complètement leur place là-dedans. Je survalide, vraiment. Ouais. Et est-ce que tu as des recommandations de contenu à faire pour finaliser? Alors, j'aurais, je pense, des lectures. Je te filerai quelques références, des lectures qui m'ont inspirée. Après, de manière plus large, toutes les figures un peu du féminisme. Frida Kahlo, Simone Veil, Simone de Beauvoir, Angela Davis. Toutes ces femmes. Tu vois, c'est marrant parce que c'est avec l'âge. C'est à partir de la trentaine où j'ai commencé à réaliser pas mal de choses et j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces figures et qui je considère ont porté un vrai message d'espoir et se sont vraiment battus pour et donc ouais ça me fait rêver, ça m'inspire énormément. Écoute, avec plaisir pour avoir tes recos et que tu nous partages certains de leurs ouvrages. Ça a été un plaisir. Et moi aussi, tellement un énorme plaisir, vraiment, de passer ce moment-là avec toi. C'est absolument génial et longue vie aux Achievers et beaucoup de réussite. Ouais. Merci beaucoup, Amel. À très vite. À très vite. Bye bye. Bye. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses.
Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.